Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de la Cour commune. Aujourd'hui, nous allons remonter un tout petit peu le temps pour les adultes qui nous suivent. Et pour peut-être les jeunes, les adolescents, nous allons parler d'eux en réalité. La crise d'adolescence, comment est-ce qu'il faut la passer? Est-ce qu'il faut forcément faire une crise lors de l'adolescence? En tout cas, avec les parents, ça ne marche toujours pas. Nos invités vont nous donner des réponses, des astuces pour pouvoir aider nos jeunes enfants à passer ces moments sans trop de problèmes. C'est un plateau auquel vous pouvez participer, vous le savez, en nous envoyant vos messages, vos réactions via WhatsApp sur le 55 01 82 91, 55 01 82 91 et nous ferons le plaisir de les lire dans cette émission. Et puis, bien entendu, vous pouvez nous appeler en direct pour nous dire comment est-ce que vous l'avez passé, votre adolescence avec les parents, comment est-ce que ça s'est passé aussi sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111. Pour l'instant, je suis avec Sibylle Koueton-Ogua. Bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes juriste, vous êtes entrepreneur également. Alors, nous parlons d'adolescents. Pour vous, déjà, un adolescent, c'est qui? Merci beaucoup pour l'invitation et pour la parole donnée également. Il faut déjà commencer par définir l'enfance avant d'aller à l'adolescence, c'est ce que je propose. Alors, l'enfant, c'est qui? C'est une personne qui a entre 0 et 18 ans, dans la plupart des législations, dans la plupart des pays. Dans certains pays, c'est une personne qui a entre 0 et 14 ans, mais ces pays sont très rares. Pour le compte du Médé, par exemple, l'enfant, c'est quelqu'un qui a entre 0 et 18 ans. Très bien. Alors, dans cette tranche de l'enfance, on a l'adolescent. Et généralement, on définit l'adolescent comme celui qui a entre 11 ans et 17 ans. Pour certains, c'est entre 13 et 17 ans. Ça dépend du moment à partir duquel l'enfant commence par développer les effets pouvant lui permettre de devenir un adulte. Et c'est à partir de ce moment-là, généralement, qu'on peut dire, oui, il est adolescent ou il est en train de passer la période de l'adolescence. Ouais. Très bien. Donc, l'adolescent entre 13 ou entre 11, ça dépend de la manière dont l'enfant, en fait, se développe pour pouvoir... Mais parfois, disons, ça vient trop tôt, ça vient surprendre les parents, cette période d'adolescence où on ne voit pas réellement le temps passer, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a des moments où ça surprend les parents, mais ça ne devait pas les surprendre si se sont préparés, puisque avant de devenir parents, les parents préparent là, bien sûr. Oui. Ils ont vécu cette période-là. Ça peut être précoce, comme je l'avais dit, pour certains enfants, et ça peut être un peu plus tard également pour certains enfants. Donc, si les parents s'y préparent, ils ne devraient pas être surpris par la venue de cette période-là, qui est inévitable dans la vie de toute personne humaine. Un enfant peut, par exemple, dans cette période-là, être timide, alors qu'un autre enfant peut être ouvert d'esprit et c'est du waouh, quoi. C'est-à-dire, ça peut être l'extrême, ça peut être le milieu, comme ça peut être également le niveau bas. Plus bas, très bien. Donc, chacun développe en réalité ses caractéristiques selon son évolution. Selon son évolution, selon son environnement, selon sa nature d'être humain. Très bien. Alors, c'est vrai que vous êtes juriste. Néanmoins, la crise d'ado, est-ce que pour vous, c'est obligatoire? Quand on parle de crise, déjà, il faut comprendre que c'est un moment de trouble. Alors, la crise, quand elle vient dans le développement d'un être humain, ça veut dire qu'il y a eu des changements. Et c'est justement l'ensemble de ces changements qui créent le problème. Oui. Et comme on sait que ça va arriver, on se prépare normalement pour pouvoir l'affronter, n'est-ce pas? Oui. Alors, il peut arriver qu'un adolescent ne vive pas la crise comme on l'aurait pensé, ou bien comme on a l'habitude de le dire, comme problème. Hein? Et donc, en réponse à votre question, on peut dire oui, un adolescent peut passer sans que ça soit une crise, mais une chose est sûre, les changements physiologiques, biologiques, corporels sont là.
c'est inévitable. Ça, c'est inévitable. C'est la manière dont la personne la vit qui crée la crise ou pas. Alors, est-ce que vous en avez fait? Des crises? Des crises, des insubordinations? Non, je ne pense pas. Parce que, pourquoi? Je vais vous dire, j'ai dit tantôt que le milieu dans lequel on vit, les parents qu'on a, l'école peut-être dans laquelle on va, les amis qu'on a, tout ça influe sur le comportement de l'enfant ou de l'adolescent. Alors, moi, j'ai eu la chance, sincèrement, d'avoir des parents très ouverts à qui je peux tout dire depuis mon bas âge. J'avais la capacité de discuter tout. Je suis très curieuse. Et très tôt, j'ai commencé par parler sexe avec mes parents, par exemple. On ne m'a jamais interdit de le faire. Et quand je pose des questions relatives à ça, mes parents ne m'ont jamais dit « va te faire foutre ben, tu es un enfant, on n'en parle pas. Je me rappelle très bien que j'avais l'habitude de porter mes petits frères, parce que je suis aînée. Et donc, tous les petits frères et sœurs qui étaient venus après moi, j'avais l'envie de les porter. Je les portais et je voulais les porter. Quand on me les arrache, même pour leur donner du sein, j'étais contre. C'était la bagarre. Et ma maman me dit souvent, dis-toi à son pan. Dis-toi à un pan. Et donc, moi, je ne comprenais pas ça. Et je me mettais à pleurer à chaudes larmes. Je lui dis, mais est-ce qu'un enfant fait enfant? Est-ce qu'un enfant fait enfant? Et c'était vraiment la bagarre. Et elle me dit, non, c'est parce qu'elle veut donner du sein à son enfant que de laisser l'enfant. Et puis bon, c'est bien après que quand j'ai grandi, que j'ai compris qu'en réalité, elle ne le disait pas pour me faire du mal. Elle le disait pour me dire, laisse l'enfant, on va s'en occuper parce que tu ne peux pas t'en occuper. Donc, moi, par exemple, j'ai eu cette chance-là. Tous les enfants n'ont pas cette chance-là. Je ne sais pas si c'est la curiosité peut-être ou bien c'est le fait que je sois déjà une personne très très extravertie depuis toujours qui fait que dès que moi je constate quelque chose que je ne comprends pas, je me rapporte des parents pour leur dire ben, c'est quoi, je veux savoir. Et progressivement, les parents m'aidaient à dépasser les étapes. J'ai fait beaucoup de choses. Et si, en tant qu'adolescente bien sûr, j'avais plus pour amis les garçons que les femmes, que les filles. J'avais pratiquement eu femmes même amies jusqu'à maintenant. J'en ai pas des amitiés trop poussées. Non, des amitiés avec les femmes et tout ça, non, pas trop. Mais j'ai toujours évolué dans un milieu où il y a assez d'hommes et j'ai plus de facilité et tout ça. Et donc, même dans le cursus, dans cette période d'adolescence, j'étais par exemple, dans un groupe de chorégraphie où il était permis de tout faire. Mais malgré ça, j'ai pas... Il y avait les barrières. Oui, parce que je connais mes limites. J'avais déjà des visions. Je voulais des choses. Et j'ai vu dans mon entourage des enfants qui étaient déjà tombés enceintes, des trucs ça. Je dis, mais un enfant ne peut pas faire enfant. Dans ma tête, c'est comme ça. Un enfant ne fait pas enfant. Donc, du coup... Pour ne pas y arriver, je pose la question à mes parents, comment on fait pour que ça n'arrive pas? Parce que moi, je ne voudrais pas que ça m'arrive. Et maman me dit, quand tu fais ce qu'on fait, pour que ça arrive, ça va arriver. Mieux vaut retarder la sexualité que d'y aller plus tôt. Quand on est mature, quand on peut prendre ses responsabilités, alors on ne passe pas par là. Donc, ce n'est pas obligatoire, par exemple, pour un enfant, pour une fille, de faire toutes les erreurs d'adolescence, de subir toutes les crises d'adolescence. On peut anticiper sur la crise ou bien sur l'exagération de la crise, sur les débordements de la crise. Et là intervient vraiment la responsabilité des parents. Les sujets tabous, qu'est-ce qui doit être tabou jusqu'au point où on ne peut pas en discuter avec l'enfant qui est censé plus tard prendre le relais. Voilà, c'est beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'autres exemples, pas pour moi, mais... De l'entourage. Oui, de l'entourage et tout ça. Donc, la crise, on la vit de différentes manières. Dans cette période-là, oui, il faut reconnaître qu'on a envie de tout faire. On a envie d'aller à la découverte du monde. Parfois, pour certains, ils pensent que c'est le moment où ils sont les égaux de... Oui, des parents. Des parents. Oui. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, qu'est-ce que vous faites et nous on ne le fait pas, c'est quoi? Parce qu'ils pensent que oui, peut-être pour certains, ils ont découvert le sexe. Et puis bon, ils se disent que c'est ce qui vous sépare de nous, non? Donc comme c'est ce qui nous sépare de vous, il n'y a plus de respect à avoir à l'endroit du parent, etc. Il y a assez de choses. Très bien, assez de choses sur lesquelles donc, nous allons revenir tout à l'heure. Je vous propose quand même de faire un tour à la région.
nous a rejoint Amour Dieudonné Vaudon ici. Bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Merci d'être revenu sur le plateau de la Cour commune. Vous êtes coach en développement personnel. Oui, bien sûr. Alors, nous parlons donc de la période d'adolescence et je m'en vais vous demander comment vous avez passé votre période d'adolescence. Comme d'habitude, c'est une période qui se caractérise, comme le thème le dit, pas des crises. Donc, du coup, c'était vraiment des intempéries, des pressions, des hauts et des bas. Voilà, et donc, ça n'a pas été facile, surtout avec des parents très, très rigoureux qui ne laissent vraiment pas la place à des bêtises et tout. Ça a été vraiment compliqué, mais je pense que malgré ça, j'ai vécu mon adolescence d'une façon, c'est calamiteuse, mais d'une façon qui m'a permis d'être aussi sage. Calamiteuse, bon, c'est peut-être un peu trop poussé, mais vous allez tout à l'heure nous donner des exemples pour qu'on puisse se situer. Alors, vous avez dit tout à l'heure, elle ne se caractérise pas des crises, mais en attendant, pour vous, l'adolescent est caractérisé par quoi? D'abord, il faut dire que l'adolescence, chez nous, ça commence généralement à partir de 10 ans. Je disais que ça a été un peu calamiteux chez moi parce que j'étais vraiment curieux. Déjà, je pense à 11 ans, j'ai eu mon CEP et puis j'ai continué le cours secondaire. Donc, du coup, tout ce que les parents m'interdisaient était ce que moi je voulais coûte que coûte faire. Donc du coup, la période d'adolescence pour moi était vraiment caractérisée aussi par l'impolitesse. Et c'est ça, en fait, des choses que j'ai pu noter après qui n'étaient vraiment pas bien. Le fait de vouloir montrer aux parents que vraiment, nous aussi, on a besoin d'être respectés. On a vraiment envie de se donner des amis. Et donc, même quand on finit les cours, on ne rentre pas à la maison à l'heure et quand on nous demande d'accomplir les devoirs de la maison, ça devient compliqué. Il faut tout le temps on se batte avec les parents et tout. On me commande et je me sens vraiment moi-même capable d'accomplir ce qu'on me demande. Et pire, surtout quand je viens à la maison avec des amis, filles, j'étais en 6e en ce temps. Je n'aime pas du tout que ma mère utilise des propos qui me choquent du coup. Donc on a envie d'aller vers la maturité, mais malheureusement c'est une période de transition. Si on ne sait pas bien canaliser, ça déborde. Donc pour moi ça a été vraiment une période un peu chamboulante et je crois que c'était la période difficile de ma vie aussi pour mes parents parce que mon père n'était pas là. J'ai fait souffrir ma mère aussi. Félicitations donc à elle. Alors, Sybille, tout à l'heure, vous nous avez raconté aussi comment ça s'est passé, disons, à votre niveau. Néanmoins, parlant des caractéristiques de l'adolescent, qu'est-ce qui caractérise l'adolescent en réalité? Généralement, ce qui caractérise l'adolescent, c'est l'agitation, la perturbation, l'instabilité, l'audace, la curiosité, le changement corporel, physiologique, biologique et tout. C'est un ensemble de choses. Comme il a dit, il y a un manque de maturité et on se voit comme à un niveau supérieur. Bon, en fait, je suis mature là, donc désormais je peux faire ce que je veux. Je suis plus un enfant. Quand on commence pas à pousser les seins, ou commencer par avoir les menstrues, on se dit, mais je suis un adulte désormais, mais du coup, vous me devez du respect. Là. Donc, c'est un ensemble de choses qu'on n'arrive toujours pas à gérer comme cela se doit. Un ensemble de choses, justement, est-ce que c'est justement à cause de cet ensemble de choses, surtout au changement physiologique et autres, qui fait que réellement, l'enfant qui ne comprend pas grand-chose à tout cela, se rebelle ou bien à des comportements bizarres? Bon, il faut dire que tout ce qui se passe au niveau de l'adolescence, c'est quand on grandit qu'on trouve ça d'anormal et tout. Sinon, c'est normal. C'est normal et c'est très important pour créer en fait cette maturité, pour gérer cette transition. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas pris par cette étape et c'est les adultes immatures que nous voyons. Qui a dit qu'ils sont... non, ça, je ne suis pas du tout d'accord avec. C'est qu'il y a beaucoup de personnes... Il faut permettre à l'adolescent, c'est-à-dire de passer, de vivre cette étape-là.
Et c'est le bâton de pèlerin des parents qui amène c'est-à-dire à canaliser et tout. Sinon, empêcher l'enfant, c'est-à-dire de vivre son adolescence, c'est préparer... C'est pas parce que l'enfant n'a pas fait de crise qu'il devient un adulte. Non, il y a vraiment pas de place pour qu'un adolescent ne fasse pas de crise. C'est très important. Il n'y a pas cette personne qui, pendant qu'elle était adolescente, n'a pas fait des choses qui aujourd'hui, si on lui dit, on dit c'est quoi ça? Même refuser aussi de se laver aussi, c'est des choses. Une crise. Donc, vous voyez, ces changements, comme nous, vous allez voir que l'adolescence, c'est la plus grande période pubertaire. Et au cours de la puberté, vous savez, tout est possible sur le plan morphologique, psychologique, même sur le plan sexuel. C'est comme Madame Sybille le disait tout à l'heure, c'est une période où il commence à avoir des changements. Et à partir du moment où les changements commencent à apparaître, il ne se voit plus même en mesure de s'exposer, de prendre sa douche même dans la cour. Juste à ce que l'enfant... Moi, j'interdisais à ma mère de venir pendant que moi, je prenais ma douche. Parce que je disais, mais il y a quelque chose désormais qu'il faut cacher et tout. Donc, c'est ça qui amène l'enfant à se dire, mais qu'est-ce qui veut se passer après? J'étais comme ça. On commence même à compter, c'est-à-dire les changements qui apparaissent. En temps, c'était une concurrence entre mes frères et moi. Tu vois, j'ai eu ce changement. À ton niveau, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et c'était une concurrence. Donc, du coup, c'est cet ensemble de choses qui amène l'adolescent à une crise. Parce que ça se passe au niveau du cerveau. C'est un choc psychologique où, vous voyez, pour que l'enfant puisse s'adapter à cette période, c'est comme, je dirais, tout système, vous voyez, de politique, lorsqu'il veut avoir de transition, il y a vraiment il y a des réformes voilà, pour lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Voilà, il faut mettre en place un comité de transition et c'est les parents qui sont toujours là pour gérer ça. Donc voilà un peu tous ces changements qui sont à la base de ces crises au niveau des adolescents et des jeunes, mais qui, je dis, sont des choses vraiment normales. Alors pour votre information, Sybille n'a pas fait de crise comme vous. C'est le degré. Oui, c'est exactement ce que j'ai comme lui. Comme et le degré dépend de comment ça a été canalisé. Voilà. Très bien. Alors, moi je me demande, est-ce que ça doit être aussi difficile? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour certains? Je me pose cette question. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Chez vous, vous avez dit qu'il y a les parents qui étaient là quand même pour pouvoir vous aider, pour donner réponse peut-être à vos questionnements. Mais est-ce que c'est pour cela que c'est aussi difficile pour les autres? Il ne faut pas oublier que nous sommes nés de différentes manières. Nous sommes nés, je l'ai dit tantôt, dans un environnement pas toujours les mêmes. On ne peut pas comparer par exemple un enfant qui est né à Cotonou dans une famille très aisée à un enfant qui est né juste à côté dans un taudis. Vous voyez? Donc les éducations déjà ne sont pas les mêmes. Et ça influe sur le comportement de l'enfant jusqu'à son âge adulte. Tous ces éléments dans l'environnement, quand je parle de l'environnement, il y a la maison, il y a l'école, il y a les amis qu'on fréquente en dehors de l'école, les autres paramètres quand on va en vacances, etc. Il y a beaucoup de choses. Et donc, tous ces paramètres influent sur le comportement de l'enfant qui vit plus tard l'adolescence, n'est-ce pas? Et au-delà même de l'environnement dans lequel on est né sans pouvoir maîtriser même la naissance. On ne sait pas pourquoi on est né dans telle famille et non dans telle autre famille. Pourquoi une personne est peut-être expulsive et une autre est introvertie, etc., etc. Donc, il y a tous ces éléments-là qui influent sur le caractère de l'adolescent. Et c'est en fonction de ça aussi qu'il faut savoir pourquoi, il faut comprendre pourquoi un adolescent se comporte de telle manière et un autre du même âge d'une autre manière. Moi, je n'étais pas seule, par exemple. C'est vrai que j'ai un écart d'âge assez élevé par rapport aux frères et sœurs, mais nous n'avons pas vécu notre adolescence de la même manière. J'ai eu des cousines, des cousins qui étaient vraiment hostiles à tout ce que les parents disaient dans cette période-là. Dans le même temps, il y a eu d'autres frères qui étaient trop dociles aussi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je parlais de haut et de bas. C'est pas toujours stable. Donc,
L'environnement dans lequel on est influe beaucoup sur notre comportement en tant qu'être humain. Et plus tard, quand on est un peu mature, c'est à nous aussi d'apporter un plus à notre éducation pour dire oui, on a passé cette période-là, mais quel type d'être humain j'ai envie de devenir au-delà de tout ce que j'ai pu vivre. D'où interviennent les développeurs, les dieux donnés pour essayer un peu de remettre les choses à l'ordre. Et on parle de développement personnel, c'est vraiment personnel. Mais dans cette période-là, ce n'est pas toujours évident de savoir comment. Très bien. Alors, une période difficile donc pour beaucoup de personnes. Les crises, vous en avez parlé tout à l'heure. Maintenant, comment y faire face? C'est vrai, pour l'adolescent, est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, c'est quand on devient grand qu'on se rend compte que vraiment c'était des choses anormales qu'on faisait. Merci beaucoup. Comment y faire face? C'est ça la véritable question. Et je vais dans la même dynamique que Mme Sibylle pour dire que c'est la période où l'enfant acquiert les valeurs, et en fait, que ce soit des valeurs morales, que ce soit des valeurs morales et tout. Donc, vous savez, le type d'adulte qu'on a aujourd'hui dépend de l'adolescent qu'on a été hier. Donc, comment il fait face? Ça dépend des tuteurs et des parents. Donc, imaginez par exemple un enfant qui a commencé cette crise d'adolescence et puis n'a pas eu quelqu'un pour lui dire non, prends pas cette direction, prends par ici, prends par là. Ça devient une habitude. C'est difficile parce que c'est un changement. Aucun changement n'est facile. C'est trop difficile de vivre les changements. Donc, du coup, à ce niveau, nous, très souvent, on parle des 6 directions. C'est-à-dire, c'est une période au cours de laquelle on peut donner toute forme à l'enfant. C'est comme mon père le disait, enfant, pour dire que le poisson, quand il est frais, on peut lui donner toute la forme qu'on veut. Mais lorsque ça devient sec, c'est compliqué. Pour dire que pendant que l'enfant est encore adolescent, vous pouvez lui donner toute la forme que vous voulez, le façonner à votre façon, mais quand il deviendra jeune ou adulte, vous allez avoir beaucoup de difficultés à l'adapter. Ceci pour dire que les parents ont le plus grand rôle. C'est-à-dire, nous on parle des 6 directions parce qu'à partir du moment où l'enfant est né, la première personne ou bien les premières personnes qui influencent la vie de l'enfant, c'est les parents. Donc, si à partir du moment où les crises d'adolescence amènent l'enfant à commencer à mal se comporter, à insulter les gens, à refuser de respecter les parents et tout, c'est le rôle des parents d'user de tous les moyens pour lui apprendre que le respect, la politesse, c'est très important. Se lever très tôt le matin est très important. Balayer la maison est très important. Inculquer ces valeurs déjà, ça va être difficile pour l'enfant, mais lorsque vous commencez à l'habituer à ça, ça commence par les pensées, et puis c'est difficile pour lui, mais il commence déjà pas à s'adapter à ça. Et après, vous allez commencer déjà à 5 ans, il commence l'école. Et les enseignants également ont un grand rôle, c'est-à-dire dans la gestion de la crise d'adolescence au niveau des enfants. Pour parler également des frères qui sont là, parce que les parents ne sont pas toujours là. Lorsque l'enfant n'est pas à l'école, soit il est à la maison avec les frères et sœurs qui ont un grand rôle à jouer dans sa gestion. Et également les camarades qui sont à l'école, pour dire également quand ils quittent les parents, c'est un moment où si les enfants sont vraiment attirés par les activités religieuses et tout, ça veut dire que la religion a également un grand rôle à jouer. Et vous voyez, lorsque ces personnes aident l'adolescent, parce qu'en ce moment, l'adolescent a moins de 4% de rôle à jouer dans la gestion de la crise d'adolescence. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je félicite ces organisations qui s'occupent des orphelins, des enfants de la rue et tout. Parce qu'il faut le dire, nous avons une destinée, mais tout peut être façonné et cela dépend de comment nous avons été gérés pendant que les crises d'adolescence étaient survenues. Donc, il faut dire que toutes les valeurs que vous voyez quelqu'un défendre aujourd'hui lui a été inculqué pendant qu'il était adolescent. Et les adultes, comme je le dis, Mathieu aujourd'hui, ont commencé quelque part. Excusez-moi le terme. Aucun adulte n'est immature. Ok. Alors, avant de donner la parole à Sibylle, nous avons quand même essayé de poser la question à quelques citoyens pour nous dire comment est-ce qu'ils voient leur période d'adolescence ou bien comment est-ce qu'ils les ont passés, et voici leur réponse. En tant que psychologue en formation, je sais que la crise d'adolescence, c'est-à-dire la période d'adolescence, peut être définie comme la période de vie entre la période de l'enfance et la période de l'âge adulte.
Et c'est en ce moment que naît les frustrations. C'est une période de puberté. Cette période, ça a été une période un peu difficile pour moi, un peu complexe, parce que j'avais pas en ce moment les deux parents à côté. Et or, au cours de cette période, on commet beaucoup d'erreurs. Beaucoup, on commence par prendre des décisions sans consulter l'avis de son entourage. On commence par poser des actes sans se demander si ces actes-là vont être bien vus par son environnement. Et cette crise d'adolescence a été un peu complexe pour moi. Je n'ai pas trop grandi avec les parents, donc la crise d'adolescence, c'était la rue par-ci et la rue par-là, et puis c'était le foot en général. À part ça, bon, on était tellement excités, quand on voit les petites filles, les filles passer là, oh là là, il faut que je sorte avec cette fille-là. Voilà un peu, ben, à part ça aussi, bon, je pourrais dire que on n'était pas du tout respectueux. De toute façon, on se disait que, ben voilà, je ne dépends de personne et puis ça passe. Bon, et je vais dire, dans la période de la puberté, je remercie beaucoup à ma maman. Ma maman qui m'a donné beaucoup de conseils. Et bien vrai, elle n'est pas lettrée pour pouvoir me dire certaines choses, mais elle a fait de son mieux. Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle me refuse d'être en compagnie des filles dans ma crise d'adolescence. En me refusant cela, moi je ne savais pas que c'était pour ne pas faire de désordre. Mais moi je pensais qu'il me faisait cela. Bon, elle me faisait du mal. Mais c'est après que j'ai su que oui, le contact crée amour. Et si je suis toujours avec les filles, ça va augmenter ce comportement, sinon le zèle d'amour en moi et je vais faire beaucoup de désordre. Donc elle ne m'a pas donné de conseils disant il ne faut pas rester avec les filles, hein, faut pas, sinon tu vas faire des autres. Non, elle ne m'a pas fait. Mais chaque fois que je m'approche des filles ou bien chaque fois que je suis en compagnie des filles, elle me refuse. Même dès mon petit âge, c'est-à-dire à l'âge de 8 ans déjà, elle me refusait toujours ça. Moi, je ne savais pas que c'était pour me cadrer. Mais je la remercie et je remercie le Seigneur qui l'a aidé à faire ça. Merci. Les filles entre 11 et puis 17 ans, qui sont très agitées de nos jours. Très agitées. Quand je dis agitées, c'est sortir avec tel homme, sortir avec tel mec, sortir avec des gens, des garçons qui sont largement supérieurs à leur âge et puis elles se donnent à des trucs qu'on ne peut pas dire. Et puis voilà, moi ça me fait... Il y a même dans ma vie que j'essaie de conseiller, mais bon, quand tu les conseilles, c'est comme si tu fais le faux quoi. Donc, elles n'aiment pas trop. Et puis bon, tu es mal vu. Cette période, elle était un peu difficile, en ce sens qu'on avait des amis qui n'étaient pas auprès des parents, donc ils étaient libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, on a essayé de copier, il a fallu qu'on ait des parents rigoureux, que l'éducation soit là et qu'on se dise « Ah, je viens de telle famille, il faut éviter ci, il faut éviter ça. » Bon, ça nous a été quand même à relever la pente. À mon niveau, ça a été très dangereux pour moi parce que d'abord, pendant ce temps, bien avant l'adolescence, je baignais, je dirais, dans un sentiment d'infériorité parce que je n'ai pas eu la chance de rester auprès de mes vrais parents. J'ai eu juste la chance de rester avec ma grand-mère. Du coup, avec les vieillards, vous savez, c'est toutefois les questions de frustration, insultes, ce qui fait que j'ai tellement développé du sentiment d'infériorité, tout ça là. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Du coup, quand l'adolescent est arrivé, bon, je me débrouillais comme ça, jusqu'à ce au point où j'ai commencé par faire la pagaille à l'école. Donc il a fallu que certains professeurs, certains enseignants dans le temps commencent par me parler jusqu'à ce que je me suis retrouvé un peu. En réalité, je n'ai pas eu le soutien de mes vrais parents. Bon, cette période pour moi, je dirais que ce sont mes parents qui m'ont beaucoup aidé. Plus dans le temps, papa avait l'habitude de nous demander si tu as déjà une copine ou pas, ou bien qui est ta copine, il faut amener ta copine à la maison. Souvent, nous, on avait peur. Avec des amis avaient l'habitude de nous conseiller pour dire « Ah,
Je dis, et ta petite amie, moi je dis, ah que je n'en avais pas. Je n'en avais pas, et puis bon, avec papa et des amis aussi. Mais je dirais que mes amis ne m'ont pas conduit à la débauche. Non, mes amis ne m'ont pas conduit à la débauche. Puisque nous avons reçu une éducation où on est souvent contrôlé. Notre sortie et notre entrée, c'est souvent contrôlé, donc on ne peut pas faire du désordre. Il y avait les parents qui nous recadraient, donc du coup, c'était pas trop... Il n'y avait tellement pas de crise d'adolescence, c'est vrai, il y avait les petits caprices et tout, que les parents essaient de gérer, nous quadriller et tout. Du coup, quand tu dérailles un peu, on te remet automatiquement à l'ordre. C'était surtout ma maman. Ouais, parce que papa n'était pas toujours disponible, bon, il est toujours dans ses affaires et tout. Mais maman, c'est que quand elle te voit, tu es en train de jouer ou bien, je ne sais même pas comment elle fait pour savoir que toi tu es en tel endroit en train de jouer. Et quand elle vient là, c'est des pets de shield et tout ça là, et tu es obligé de la suivre quoi, vous voyez non? En fait c'était ça. Donc nous on avait beaucoup plus peur de maman que de papa, parce que maman, c'est elle qui était un peu chaud à l'époque, donc tout le monde avait peur d'elle quoi, en fait c'est ça. Voilà, c'était donc les avis de quelques citoyens sur le passage de l'adolescence. Alors, Sybille, l'élément. Ah, c'était un très bon élément. Ils ont tout dit. Hein. Chacun a dit comment il a vécu. Et vous avez constaté, ils sont venus en renfort à ce que nous avons eu à dire déjà. Il y a la pression de l'entourage aussi qui compte. Quand maman n'est pas là, quand papa n'est pas là, quand on est dans la rue, on fait recours à qui? Les amis, les fréquentations, même les voisins. Les voisins, généralement, quand on est dans un milieu où on cohabite bien avec les autres, même quand le père et la mère ne sont pas là, on vous recadre, on vous ramène à l'ordre. Quand les parents viennent, on fait le point. Ah, tu n'étais pas là, mais j'ai fait ceci à ta place parce que je sais que tu fais ceci avec mes enfants, etc. Donc, je voulais ajouter qu'il y avait aussi... l'influence et la contribution du voisinage qui aide beaucoup dans le cadrage et dans l'éducation des enfants. Mais malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de tout perdre. Et même, on va jusqu'à perdre la présence des grands-parents. On ne veut plus les voir. Ils sont des sorciers pour la plupart du temps, on le dit. Oh, ils nous aident beaucoup quand même dans l'éducation des enfants. Donc, l'élément, ils ont parlé du non-respect qui se développe également. Des filles qu'on veut draguer. Des filles qu'on veut draguer tout le temps. Des filles qui sortent avec les sugar daddy, non? Oui, c'est ça. Les sugar daddy, les personnes plus âgées que soi et tout ça. Ce sont des choses normales, comme il a dit. Ce sont des choses normales. Mais les parents, l'entourage doit toujours avoir son mot à dire pour que ça ne soit pas l'extrême. C'est l'extrême et... l'abus en toute chose qui nuit, n'est-ce pas? Bien sûr. Amour. Merci beaucoup. Je me suis retrouvé à plus de 80% dans tout ce qui est dit. À ce niveau, je me retrouvais partout, à chaque fois que quelqu'un parlait. Mais ce qui m'a réjoui, c'est le fait que à chaque fois, ceux qui ont partagé leurs expériences reconnaissent que c'est les parents qui ont pour la plupart accompagné et tout. Donc c'est pourquoi je disais que vraiment c'est délicat pour ces personnes qui ne vivent pas avec les parents. Déjà, quelqu'un parlait de... Moi, j'ai commencé une sexualité précoce à cause des crises d'adolescence où on me brisait facilement le cœur, je devrais adresser des lettres d'amour à des filles qui malheureusement j'avais des difficultés à approcher, mais quand de loin je vois quelqu'un en train de prendre ma place, je suppose, ça me fait trop mal et tout. Ça a beaucoup agi même sur mon résultat scolaire, mais je n'avais pas la possibilité d'en parler à ma mère parce que elle était vraiment sur le qui-vive. Elle ne pouvait pas te permettre d'aborder ces choses-là. Ce qui faisait aussi que je faisais partie de la 6e en seconde. J'ai toujours été parmi les meilleurs pagailleurs de l'école. Quand on parle de la personne qui est la plus punie du moins, voilà, l'école, je fais toujours partie de ça. Les directeurs, mon père, une fois est venu à l'école, il m'a frappé à l'école.
Devant tout le monde. Voilà, on m'a mis à genoux au drapeau un lundi matin devant tout le monde. Et finalement, j'ai été nominé le chargé de la discipline à l'école à cause de ça. Le directeur m'a nommé devant l'école pour dire c'est moi qui me charge maintenant de la discipline et j'avais le règlement de l'école. Donc du coup, ça a été la meilleure façon de me discipliner parce que pour être discipliné, il faut être là très tôt pour voir qui est venu en retard, contrôler, travailler avec les délégués pour contrôler la propriété et tout. Donc, ils ont utilisé ce moyen grâce à mon père de me canaliser, de me responsabiliser maintenant. Parce que pour finir, je dis que c'est une période au cours de laquelle l'enfant pose des actes dont il ne mesure pas les conséquences. Et il faut être là vraiment pour attirer leur attention sur les conséquences que pouvaient générer leurs actes. Alors, c'est vrai que lors de cette période, il y a quand même beaucoup d'interdictions, comme nous le fait remarquer cet élément. Tu ne dois pas approcher, tu ne dois pas être à côté de ci, tu ne dois pas approcher les filles, tu ne dois pas sortir avec telle personne parce qu'ils n'ont pas bonne réputation. Mais on ne le voit pas toujours comme ça. Les interdictions, parfois, est-ce qu'elles ne sont pas de trop, parfois? Ça dépend de l'enfant que vous avez. Et les parents ont aussi ce rôle-là à jouer. Dès la petite enfance, il faut que les parents arrivent à observer les aptitudes et les attitudes de leurs enfants. C'est très capital. Ceci dit, vous n'allez pas éduquer votre enfant de la même manière que votre enfant Y, Z, W, etc. Parce que chacun a un trait. Et c'est en fonction de ce que l'enfant affiche. Vous, parents, vous êtes là, vous observez, vous savez que oui, à celui-ci, on peut dire ceci. À celui-là, on peut faire ceci. Si vous pensez qu'il doit être les mêmes, alors vous avez déjà échoué dès la base. Alors, revenons à ce que vous avez dit. Dans l'élément, il y a un monsieur qui disait, il est d'un certain âge, trentaine, je pense, qui disait que sa mère lui interdisait tout rapport, tout rapprochement avec les filles. Dès qu'il laissait, on en l'éloignait et tout ça. Mais est-ce qu'à l'âge adulte, une fois adulte, il a vraiment pu se construire en fait une vie sentimentale, une vie de famille? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Parce que en tout cas, selon ses réponses, c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'on a passé du temps à lui dire tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Le cadrage ne doit pas être ne doit pas faire, doit faire. Non. Voici les conséquences de tel acte. Voici les conséquences de tel acte. Si tu passes par ici, voici ce que ça va donner. Si tu passes par là, voilà ce que ça va donner. Et être là à chaque fois pour lui dire, pour rappeler à l'enfant. Parce que quand on conscientise l'enfant, il a dit, l'enfant c'est la meilleure période où vous pouvez donner le meilleur à un enfant. La meilleure orientation, c'est quand la personne est encore très jeune, façonnable, vous voyez. Et donc, il ne s'agira pas de lui dire, tu ne dois pas faire, tu dois faire. Mais tu lui montres qu'en agissant de telle manière, ça va donner tel résultat. Et comme ça, sur le chemin, à chaque fois quand il se rappelle de ces choses-là, il dit, on m'a dit que telle chose va produire tel effet. Et vous allez essayer à chaque fois de le ramener, de le cadrer. Sinon, si on interdit aussi de trop, à un moment donné, si on ne sait pas faire, ça peut amener l'enfant qui n'est pas très extraverti à se replier totalement sur lui-même et même à mal vivre une fois à l'âge adulte. Peut-être même que les parents ne sont plus là pour supporter les conséquences. Ça amène certaines filles, par exemple, à ne pas supporter un homme. Des hommes qui ne supportent pas les femmes ou qui voient tout le temps le mal en l'autre et non jamais en eux-mêmes parce qu'on les a éduqués de la meilleure manière, peut-être selon eux et tout ça. Et ça devient encore autre chose. Donc, pas trop d'interdiction, un accompagnement, un cadrage. Tu es l'ami de ton enfant qui est adolescent. Quand tu n'es pas son ami, tu es son bourreau. Tu as encore autre chose. Quand tu es aussi trop ami et tu ne sais pas quand taper du poing sur la table pour dire à ce moment-là, non, on n'est pas des égaux, toi et moi, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, c'est encore un problème. Donc, pas trop d'extrême, pas trop le juste milieu pour pouvoir cadrer les enfants. L'élément nous a beaucoup apporté, je vous l'assure. Il y a un monsieur qui a dit que lui n'a pas grandi avec ses parents, qu'il est resté dans la rue, mais malgré ça, il a eu son bac, il est à l'université pour dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir les pères et mères là avant de se façonner peut-être si la grâce divine aussi vous est accordée, que vous devez devenir quelque chose, quelles que soient les intempéries sur le chemin, vous allez pouvoir y arriver. Les fréquentations aussi comptent beaucoup. Quand vous avez de bonnes fréquentations,
même si vous n'êtes pas entouré toujours des parents, des pères et mères, ça peut vous amener à prendre de bonnes décisions, même si vous êtes adolescent. Très bien. Alors, nous allons marquer une petite pause avant de continuer nos discussions. Nous allons installer sur le plateau Nancy Lissobossé. Bonjour docteur, comment vous allez? Bonjour, je vais bien et vous-même? C'est un plaisir de vous recevoir pour parler de la crise d'adolescence. Alors, la crise d'adolescence, en tant que médecin, vous allez pouvoir nous situer peut-être avec des mots un peu plus techniques ou en tout cas un peu plus compréhensifs. Docteur. Alors, merci Madame Brunel. La crise d'adolescence, je pense que tout le monde a une idée de ce que c'est. On ne va pas, il n'y a rien de trop technique à dire en ce qui concerne cette crise. C'est juste une crise qui arrive chez les jeunes, les personnes qui passent la période de l'âge de 10 à 19 ans. Et la crise, on a remarqué que c'est une crise qui se situe beaucoup plus chez entre 13 et 15 ans. C'est une crise qui se situe beaucoup plus à cette période. Parfois, il y a des exceptions où elle est un peu plus tardive, où elle est un peu plus précoce. Et qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, c'est une période où déjà il y a un chamboulement hormonal que l'enfant subit. Il y a ce changement physique au niveau des caractères sexuels qui commence à apparaître. Et généralement, l'enfant ressent le besoin de s'identifier. Il commence à comprendre qu'il est une personne. Il commence à, comment on dit, se faire une idée de sa vie. Il commence pas à dire le moi apparaît, ma vie apparaît. Vous n'y comprenez rien. Je suis le seul à me comprendre. Et vous ne savez pas ce que je vis. C'est ça. Voilà, il commence à se mettre dans cette position-là. Et il y a plein de manifestations qui peuvent... il y a diverses formes de manifestations. Comme je le dis, certains vont commencer à s'individualiser, commencer à se renfermer, commencer à prendre plus soin d'eux. Pendant que d'autres vont commencer peut-être à pousser des crises d'agressivité, avoir cette impression que vraiment personne au monde ne les comprend. Ils sont tout seuls. Ils s'imaginent même que cette personne n'a vécu l'adolescence avant eux. Alors, une question quand même avant de donner la parole à Amour. Vous avez dit entre 13 et 15 ans. Qu'est-ce qui justifie cette période-là? Qu'est-ce qui justifie que c'est essentiellement dans cette période que les crises interviennent? Alors, je vais me permettre un amalgame. C'est un peu comme Adam et Ève qui se sont retrouvés après, qui ont remarqué après avoir mangé la pomme qu'ils sont nus. Oui. C'est comme ça, moi, je vois la crise d'adolescence. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont enfants, vous trouvez que non, c'est des enfants, vous jouez avec eux, mais subitement, du jour au lendemain, parce que la poitrine a commencé à sortir, il y a ce chamboulement hormonal, il y a ce questionnement de soi. Mais vous me connaissez parfois l'enfant, que les parents les voient en enfant, c'est-à-dire c'est le bébé d'il y a quelques jours. Mais lui, l'enfant ne le voit pas comme ça. Il se dit non, mais moi j'ai changé, mais moi je suis quelqu'un, mais il faut qu'on me respecte. Il faut qu'on me respecte, il faut qu'on me considère, il faut qu'on m'accorde de la valeur. Et c'est beaucoup plus ce changement hormonal, ce changement de caractère physique, les caractères sexuels qui apparaissent et ce besoin d'identification, de reconnaissance de soi. Très bien. Alors, une période donc pendant laquelle il y a tous ces chamboulements et justement, ce qui inquiète beaucoup aussi les parents, c'est que l'enfant, quand c'est la fille, elle tombe enceinte ou bien encore que quand c'est le garçon, il ramène une grossesse ou bien une fille à la maison qu'on ne va pas accepter ou bien qu'on ne connaît pas ou bien encore qui nous vient avec une grossesse qu'on va devoir gérer après. Amour. Merci beaucoup. Et je pense que ceci particulièrement, ça me concerne parce que à l'entame de cette émission,
je disais que moi particulièrement, j'ai connu une sexualité précoce. Parlant de sexualité précoce, c'est que tout ce qui concernait ma vie sexuelle et tout, aimer les filles, vouloir avoir d'intimité et tout ça. Et je pense aussi qu'il faut permettre aux enfants de faire des erreurs. C'est très important. Vous voyez, un enfant qui s'abstient de mettre la main au feu parce qu'on lui a dit que c'est mauvais, et un enfant qui y a mis la main, c'est pas la même chose. C'est pas ce que je comprends. C'est bien vrai qu'il faut pas permettre certaines erreurs. C'est ça, il faut choisir les erreurs. Il y a certaines erreurs qui sont permises et tout. Eh ben moi, je me permettais bien les erreurs. J'allais au-delà même des erreurs pour comprendre moi-même pourquoi on m'interdisait. Ça a été moi ma philosophie même au début. Ce qui faisait que très tôt, j'ai changé de religion. Déjà à 13 ans, je me suis changé de religion en étant avec les parents. J'ai abandonné certaines orientations des parents et tout. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, ça me sert en fait d'expérience. Donc du coup, imaginez, j'ai quitté la maison, on m'a envoyé à l'école, j'ai quitté la maison en kaki. Je suis allé à Wemekwe en 2015. Alors que vous devriez être... Je devrais être à l'école. Il y a un devoir qui se passait à l'école. Parce que j'aimais danser en fait. Donc je suis allé danser pour les artistes. Et en kaki, je suis resté en kaki pendant du dimanche jusqu'à jeudi. Je suis rentré à la maison, j'ai eu chaud. On m'a frappé. Mon corps a eu du mal, mais en fait, je suis revenu. Ça m'a permis, ça a été un environnement. Et je suis aujourd'hui le président national du mouvement d'action des jeunes du Bénin. Et je coordonne l'Afrique de l'Ouest. C'est parce que j'ai été à Wemekwe, j'ai dansé pour les artistes. J'ai passé des concours avec la BPF et ils m'ont dit, mais ce jeune, il a du potentiel. Un dimanche après que mon père m'a donné du coup, on envoie, parce que c'est son numéro que j'ai donné, on envoie un numéro pour dire à la réunion mensuelle. Je suis allé à Porto. C'était le seul moyen pour moi de quitter Sakete pour connaître le goudron de Wando et tout. Donc ça m'a permis moi-même, parce que c'est rare de voir quelqu'un du village sortir, aller dans d'autres environs. Donc, ça a permis à ce que tout ce que mes parents ne me disaient pas, j'apprenais pas. C'est un mouvement qui se charge d'apprendre sur la sexualité, qu'est-ce qu'il faut faire, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les avortements clandestins à risque, le VIH, SIDA et tout. Donc, j'ai commencé à suivre des formations. Après ce moment, mon père lui-même, il était fier. Il était fier. Il me déposait même à Wando parfois pour venir sur, parce que je cherchais occasion, un enfant qui prenait 100 francs pour aller à l'école et tout. Donc j'ai compris à partir de ce moment les conséquences des actes que je posais. Et je suis devenu un père éducateur, et à travers tout ce que j'avais eu à faire, j'allais dans les écoles pour sensibiliser les gens et tout. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons même des crises, la sexualité, c'est-à-dire, prend la majeure partie où vous voyez très tôt, une fille peut tomber enceinte, vous voyez, ça peut briser beaucoup de rêves. Vous voyez, les garçons n'arrivent plus à se contrôler, c'est eux qui sont à la base des viols dont sont victimes les filles et tout. Et les filles, même dans leur ambition d'aller au-delà, se donnent à des actes qui ne favorisent vraiment pas leur développement. Donc je pense que c'est très important d'aborder ce volet, parce que les IST, les grossesses non désirées, frappent beaucoup plus aujourd'hui les adolescents et les jeunes. Et c'est la mauvaise gestion des crises d'adolescence. Alors vous en êtes très très bien sortis, mais tout le monde ne s'en sort pas aussi bien. Quand on vit tout ça, tout le monde ne s'en sort pas aussi bien, Sybille. Oui, effectivement, tout le monde ne s'en sort pas toujours. Il a eu la chance de choisir très tôt une organisation qui lui a permis de cadrer la sexualité, parce qu'il a dit au départ lui-même, il ne pouvait pas le faire. Parce qu'il voyait les filles, il voulait s'accaparer d'elles et tout ça. Mais quand il a commencé par visiter cette organisation, on lui a appris comment maîtriser sa sexualité. Donc, l'aspect là est aussi important dans l'éducation à la maison qu'à l'école. On ne doit pas considérer le sexe comme un tabou. Qu'on le veuille ou non, on est né avec le sexe, on va mourir avec le sexe. C'est vrai qu'il y a une période qu'on peut appeler période propice pour commencer par aller au sexe, mais il faut en parler pour que l'enfant puisse savoir. S'il n'a pas la connaissance, il ne saura pas pourquoi il doit le faire ou pourquoi il ne va pas le faire. Et aujourd'hui, chez nous, le sexe, pour la plupart du temps, demeure toujours tabou, malgré les efforts que fournissent les organisations internationales pour que ça puisse changer. Mais dites-vous, un enfant qui a une bonne éducation sexuelle, généralement, est un enfant qui arrive à se contrôler et qui va même, qui arrive même à retarder sa sexualité. Moi, j'en suis un exemple. C'est sincère, parce que, comme je vous l'avais dit, ma curiosité très tôt m'a poussé
à parler cesse. Je parle cesse. Jusqu'à moi, je parle cesse sans cesse. Il n'y a pas de... Parler cesse. Non seulement parler... Voilà, parler cesse sans cesse, ça ne doit pas gêner. Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes des êtres sexués. Et puis bon, à un moment donné ou à un autre, on doit pouvoir en parler. Avec les adolescents, que vous le voulez ou non, ils vont le découvrir. Mieux vaut anticiper et discuter avec eux parce que les apparitions sont là. C'est indépendamment de la volonté de l'être humain. Même les menstrues, pour certaines personnes, s'il était possible de ne jamais les avoir, les aura pas parce que c'est du sang après tout. Et tout le monde ne supporte pas le sang. Et c'est très important quand même de discuter sexe avec les adolescents. Alors, docteur, parlant, disons, de cette crise-là, c'est vrai que les parents ont souvent peur pour les filles, si bien que même quand vous accouchez d'une fille, bien on se dit, mais attends, vous avez beaucoup de boulot à faire, donc il faut avoir un œil dessus. On a souvent peur de cette période-là avec les filles. Docteur, est-ce que vous le comprenez? Oui, en fait, avoir une fille, c'est comme, comment on dit, dans notre société, on voit ça comme avoir du lait sur le feu qu'on doit surveiller tout le temps. Mais comme l'on dit, l'a si bien dit Madame Sibylle, c'est important en fait de discuter sexualité avec les enfants. C'est important de leur qu'il y ait le dialogue parent-enfant et qu'il y ait dans ce dialogue-là beaucoup d'écoute et de conseils. Il n'y a pas, comment on dit, il n'y a pas de formule magique, mais je pense pour ma part et de par mon expérience aussi pendant que j'étais adolescente, je trouve que la meilleure formule, c'est l'écoute des parents et faire attention à ce que l'enfant dit, faire attention à quels sont ses besoins, les petites choses, les trucs qui n'ont l'air de rien. Plus l'enfant arrive à discuter avec vous, plus cet enfant va vous faire confiance et pouvoir vous rapporter tout ce qu'il y aura comme violence basée sur le genre, parce qu'il y a des adolescentes qui se font, comment on dit, harceler, violer, et qui n'ont même pas le courage d'en parler avec leurs parents. Et ça, c'est ce pourquoi nous devons lutter. Quand une fille qui passe la période, qui est en pleine période d'adolescence, qui commence la puberté, il est important de commencer avec elle cette éducation sexuelle, même sur son hygiène menstruelle, parce que la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle entraîne même des maladies bien plus graves comment on dit, qui peuvent aller jusqu'à la stérilité. Donc, il y a déjà cette gestion de l'hygiène menstruelle qu'il faut suivre correctement, qu'il faut gérer à bien avec l'enfant et parler, comment on dit, parler, discuter avec l'enfant, beaucoup l'écouter, lui prodiguer des conseils pour pouvoir assumer au mieux sa sexualité et sa santé sexuelle. Je préfère dire comme ça. Très bien. Et comme l'a dit Sibylle, effectivement, plus vous allez discuter avec l'enfant, plus vous allez mettre cet enfant en confiance et lui faire part des conséquences qui pourraient arriver d'une comment on dit, sexualité trop précoce. L'enfant aura tendance à plus repousser ce besoin d'aller vers le sexe opposé et retarder le début de sa sexualité. Merci, docteur. Avant de poursuivre, nous allons faire une petite pause pour installer notre dernière invitée. Voilà, nous poursuivons nos échanges et nous recevons sur le plateau Edwige Capo. Bonjour. Bonjour, Maurice. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci de nous rejoindre pour parler de l'adolescence. Vous êtes mère de famille, vous êtes une habituée de nos plateaux. Merci infiniment. Alors, avant quand même de poursuivre, je voudrais vous demander, étant donné que vous venez de nous rejoindre, comment ça se passe, l'adolescence avec vous, avec les enfants à la maison? Merci, Madame la journaliste. L'adolescence, c'est quelque chose de difficile si on ne sait pas gérer. Mais si on sait gérer, ça devient facile. Si je parle de quelque chose de difficile,
Quand tu vas prendre ça comme ça a commencé là, tu vas passer à côté. Mais pas la patience, la tempérance, tu vas y arriver. Parce que ça n'a pas été facile pour toi aussi qui est mère ou bien qui est père, parce que tu es passé par là. Ce n'est pas par hasard que tu es passé par là. Donc tu as eu des expériences et tu sais comment ça s'est passé avec toi. Donc facilement, il faut que tu comprennes aussi tes enfants qui vont passer par là et ça va passer aussi. Mais si tu ne sais pas le faire, si tu n'as pas la patience d'un père ou bien d'une mère, tu vas passer à côté. Et le pire que tu ne veux pas là, tu l'auras. Mais quand tu vas être patient, tempérant, demander à Dieu de t'aider. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui nous donne les enfants. Et il a dit que les enfants sont des récompenses. Si Dieu a dit que les enfants sont des récompenses, allez vers ce Dieu pour lui demander comment faire pour que mes enfants soient réellement des récompenses pour moi, pour que cela ne soit pas une perte pour moi. Mais si tu ne fais pas cela là, ce que Dieu a déclaré que c'est des récompenses, ce serait une perte pour toi. Parce que l'enfant d'habitude n'avait pas les seins. Il n'avait pas un gros carreau. Mais à un âge donné, il voit que il change. Les poils commencent par pousser dans les aisselles. Les seins commencent par sortir. Des fois, les seins de l'enfant sont plus gros que les fesses sont derrière. Peut-être la maman est d'une courte taille. Mais l'enfant, Dieu lui a fait grâce. La taille, là, elle en a. Le derrière, elle en a. Peut-être la maman n'a pas le derrière. Donc tout ça, là, elle se voit qu'elle est plus... Comment dire, elle commence à comparer en réalité. Elle et la maman. Alors qu'elle a oublié que c'est des expériences que la maman a fait et les expériences nous forment. Mais elle n'a pas eu d'expérience, mais elle va vouloir se comparer à la maman. Donc c'est à toi, la maman, de comprendre tout ça là de l'enfant, de le cadrer. De cadrer cela pour ne pas laisser cela en dérive. Donc c'est ce que je peux dire en bref. Alors qu'est-ce qui a été le plus difficile? La chose qui a été la plus difficile. Des fois, l'enfant ne comprend pas que tu cherches son bien. Et elle va contre toi, ou bien il va contre toi, alors que c'est pour son bien que tu dises tout cela. Par exemple, des fois, moi, j'appelle mes filles, j'ai 3 filles, je les appelle souvent, je leur dis, ce que vous avez de plus cher chez vous là, c'est votre sexe. Ce que vous avez de plus cher, si vous savez bien l'utiliser, vous allez en jouir. Mais si vous l'utilisez mal, vous allez en souffrir. Donc, ce qu'il y a de difficile, c'est d'arriver à les convaincre que ce que tu dis là, c'est vrai. Donc si tu vas les convaincre, il faut tout faire pour être leur ami, leur confidente. Il ne faut pas que ton enfant puisse avoir peur de venir te parler. Il faut qu'elle puisse avoir une confiance totale. Mais celle avec qui je veux parler là, c'est ma maman. Après Dieu, c'est la maman qui aime son enfant. Après le papa, c'est la maman d'abord. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé. Sinon, une mère là, après Dieu, dans la vie de l'enfant, là, c'est la maman. Donc, il faut que l'enfant puisse avoir cette assurance de s'approcher de la maman pour se laisser, pour partager. Moi, je me rappelle quand j'avais l'âge de l'adolescence, souvent ma maman me dit, si tu vois un monsieur, quelqu'un te parle, viens à la maison, dis-le-moi. Si celui-là veut faire du sérieux avec toi, je te le dirai. Si celui-là ne veut pas faire du sérieux, l'homme que tu vois aujourd'hui, tu commences par te demander le sexe là, il faut savoir qu'il n'y a pas du sérieux. Parce que si tu aimes vraiment la personne, et tu veux faire du sérieux, pourquoi commencer par demander le sexe? D'autant plus que tu sais que tu veux rester avec la personne durant des années. Mais pourquoi commencer en même temps demain? Donc, si je viens, effectivement, je lui dis tout. Maman, celui-ci, il a dit ceci, ça là. Celui-ci a dit ceci, ça là. Mais arrivé à un moment, malgré que je faisais tout cela, arrivé à un moment là, je n'ai pas pu dire tout. Parce que pourquoi? Oui, il y a des choses qu'on garde pour soi. Il y a des choses qu'on garde pour soi. Je n'ai pas pu tout dire. Mais avec ça, là, elle m'aide. Et puis, un peu. Et puis ça se passait bien. Donc la période où c'est difficile là, c'est quand l'enfant ne veut pas te comprendre. C'est là il faut s'adapter à la prière. Parce que tout ce que nous disons aussi aujourd'hui dans ce monde-là, il y a le spirituel qui domine. Parce que le spirituel domine où? Toi, tu veux le bonheur de ton enfant. L'enfant aussi cherche à comprendre. Mais il y a encore autre chose qui est là, qui veut lui prouver le contraire. Mais c'est à toi de prier. Parce que ça s'est passé avec moi, ma fille. Ça n'a pas été facile. Des fois, je priais, je demandais à Dieu comment je vais faire. Tu m'as dit que mes enfants sont des récompenses. Mais voilà ce que l'enfant fait. Comment je vais faire pour m'en sortir? Quand tu lui parles, elle pleure des fois. Elle rentre dans la chambre. Elle pleure. Vous ne me comprenez pas. C'est moi seul qui comprends ce qui se passe avec moi. C'est comme si personne ne me comprend dans cette maison. On ne peut pas sortir. On ne peut pas avoir la liberté de sortir. Ça, tout ça là, c'est quoi?
Mais aujourd'hui, maintenant, par la grâce de Dieu, avec les conseils, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Très bien. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est arriver à convaincre l'enfant en réalité qu'on dit vrai, qu'on cherche son bonheur et autres. Et parfois, c'est bien difficile. Quand l'enfant est fermé, parce qu'il ne veut rien entendre, il ne veut pas sortir, par exemple, de la chambre, même s'il s'assied en réalité pour vous écouter, il n'écoute absolument rien. Sibylle. La grâce et la sagesse divine l'ont dit, madame, je ne connais pas son nom. Edwige. Ça dépend en quoi vous croyez. Vous pouvez recourir aux divinités, ce n'est pas selon votre croyance. Si vous êtes plus ferme ou si vous avez d'autres degrés, vous pouvez toujours essayer de discuter avec l'enfant. Quand vous vivez avec un enfant, quand vous apprenez vraiment à connaître les traits caractéristiques de l'enfant, vous saurez par quel moyen le prendre. Tous les moyens ne sont pas bons. Je l'ai dit tantôt, je pense. Ça dépend du type d'enfant que vous avez. Vous pouvez avoir, comme madame, 3 filles. Et sur vos 3 filles, 2 sont peut-être très exemplaires, sans problème. Et une seule va vous créer des problèmes. Parce que elle, sa nature, c'est peut-être la timidité. Elle a besoin d'un peu plus de calme, que vous ne la boostez pas tout le temps. Il faut savoir trouver le moment pour pouvoir lui parler. Si elle ne veut pas parler, à un moment donné, il ne faut pas l'obliger à parler. Laissez-la. Et vous allez trouver le moment, peut-être même créer des activités qui vont lui permettre de s'ouvrir et tout ça. Elle a envie de sortir, n'est-ce pas? Organiser un week-end, sortir, aller à la plage ensemble, aller prendre un pot avec elle, montrer-lui que oui, indépendamment d'un homme, les parents peuvent leur offrir des choses et tout ça. Partez en vacances, je ne sais pas. Trouvez le moyen de le mettre ou de la mettre à l'aise pour lui permettre de s'extérioriser. Il y a que c'est facile à dire et très difficile à faire, je l'avoue. Par expérience, moi je ne suis pas maman comme vous, je suis mère, mais je ne suis pas maman. Mais oui, je fais souvent la différence, je suis mère, je suis mère, je ne suis pas maman. Et j'ai vu une situation, c'était une femme, une jeune fille, 15 à 17 ans, qui vous présente un aspect d'agneau. Elle ne parle pas. Très sage. Elle dit qu'elle n'a pas d'amis. Vous ne la voyez jamais avec un homme. Vous ne la voyez même pas avec de filles. Elle va à l'école, elle revient. Mais pendant le temps où elle va à l'école, il y a un temps de récréation qui est là. Et pendant ce temps-là, elle va chez un homme. Wow. Ouais, elle va chez un homme. Mais elle est toujours à l'heure. À l'école. À l'école et à la maison. Et à la maison. Si vous n'êtes pas vraiment attentionné, vous n'allez jamais savoir ce qu'elle fait. Et l'entourage réveillait l'attention des parents. Et les parents étaient renfermés, disent non, notre fille n'est pas comme ça. Notre fille ne parle pas. Notre fille ne fait pas ci. Notre fille ne fait pas ça. Et même la sœur de cet enfant-là est venue plusieurs fois dire, il y a des trucs bizarres chez ma sœur. Elle a essayé d'en parler et cette fille retourne la situation contre la sœur. C'est parce qu'elle ne m'aime pas. C'est pour ça qu'elle dit des choses comme ça. Et les parents l'épaulent, disent oui, mais elle n'est pas comme ça. C'est tout, elle n'est pas comme ça. Au finish, elle a chopé une grossesse. Mais c'est à quel moment c'est arrivé? C'est en ce moment ils ont commencé par se poser des questions. Alors qu'il y avait eu des alertes pour dire qu'il faut aussi faire attention quand vous êtes parent. Il ne faut pas toujours prendre ce que vous voyez. Il faut aller plus loin. Soyez les amis des professeurs. Les enseignants, je dis dans ce processus-là, 2 enseignants qui étaient des enseignants qui ont gardé et la grande sœur et la petite sœur qui sont toujours dans l'école, ont attiré l'attention des parents pour dire à un moment donné, les notes de votre enfant baissent. Il y a des moments où on ne la voit pas en cours, où elle vient, elle est en retard, où elle vient, et puis bon, elle est là, mais elle ne suit pas. 2 enseignants différents sont venus attirer l'attention des parents. Ils n'ont pas considéré ça. Finalement, quand grossesse est venue, vous savez comment c'est passé? Le garçon qui a enceinté la fille était juste à côté, dans le quartier. Elle était là pendant les récréations sans que personne ne s'en rende compte. Elle revenait dans le quartier. Oui, elle revenait dans le quartier, et c'est là que c'est arrivé.
Et le garçon a dit, j'étais tranquille quand tu es venu chez moi. Je t'ai jamais dit que je t'aimais. Il n'y a rien eu. Donc, affaire de grossesse, c'est votre problème. Et mieux, elle prenait elle vendait sa famille à l'homme. Genre, les petits problèmes, vous savez, les petits problèmes qui sont à la maison et tout ça, on raconte tout au garçon pour être bien vu, tout ça et tout. Et quand c'est arrivé, on a interpellé le garçon. Le garçon dit, j'étais tranquille, tu es venu me voir et c'est toi qui disais de ça de ta famille. Moi, j'en ai rien à foutre. Il est parti. On l'a convoqué, ça n'a rien donné. On l'a obligé à payer, à participer aux frais prise en charge de l'enfant. Ça n'a rien donné. Les juges, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour dire que nous avons l'obligation de pousser loin, même quand il arrive que les enfants affichent les d'agneau. Amour. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant. Et avec celles qui nous ont rejoints. Et moi, la Bible dit, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc tout le problème se pose toujours au niveau de comment nous gérons l'adolescence. Et moi, je dis toujours, quand on accuse les parents, on travaille pour la promotion du dialogue parents-enfants et tout. Mais arrivé à un moment donné, on s'est vu en train de se poser la question, mais comment est-ce que vous voulez que les parents donnent ce qu'ils n'ont pas? Vous voyez, une mère ou un père qui ne sait vraiment pas comment écouter un enfant, qui n'a pas été écouté, qui ne comprend pas que l'écoute est très importante et tout, ça va être difficile pour ce parent de transmettre ce qu'il n'a pas. Et c'est pour la plupart des cas très compliqué pour les enfants et tout. Vous voyez, les enfants n'ont pas besoin des parents gendarmes. On est toujours là, et fais ceci, ouvre-moi ton cahier, je vais voir, qu'est-ce que tu fais dans ton téléphone et tout. C'est pourquoi moi je dis que les interdictions tuent le potentiel, pendant que les édifications élèvent la conscience. Lorsque vous êtes là à apprendre à l'enfant ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est très facile pour l'enfant de capter cela en esprit et à chaque fois qu'il veut poser des actes, de se poser des questions. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les interdictions. Peu importe le lieu, que ce soit même l'église ou tout ça. De toute façon, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas du tout marché. Et pour preuve, voyez, un jour, moi, j'étais à l'église, vous voyez, tout le temps, c'est la discipline. On te voit même, tu fais un peu d'erreur, on te met sous discipline. J'étais là tranquille. J'ai toujours dit au pasteur adjoint, cette méthode ne va pas marcher. Créer un cadre favorable pour permettre aux jeunes, aux enfants de discuter entre eux. Pas plus tard qu'une semaine, on présente 13 filles, dont même il y a une fille qui avait 14 ans, enceinte devant l'église. Que vous voyez, parce que ouais, dans les églises parce qu'elles ont eu un mauvais comportement. Et grossesse non désirée à l'église. Vous voyez, la Bible est là, on nous a toujours enseigné, c'est des enfants, vous voyez, que c'est pas bien et tout. Mais en ce même moment, on vient présenter 13 filles devant l'église pour dire que c'est des filles qui sont sorties avec des hommes et qui sont tombées enceintes indésirablement et tout. Mais lorsque vous voyez, nous on a poussé le truc, il y a des filles à l'église qui écoutent les conseils comme nous et tout, mais qui ont adopté des méthodes contraceptives pour que ces choses n'arrivent pas. Cela voudra dire que celles qu'on vient nous présenter devant les églises sont les filles qui n'ont pas été informées de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour être en train d'aller vers un homme sans pour autant que l'église ne m'attrape. Pourquoi les gens de sous discipline? Mais moi, finalement, c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à développer les séances d'éducation sexuelle à l'école. On permettait même aux filles de s'exprimer et tout. Mais de toute façon, moi j'ai dit, honnêtement, ces interdictions, ce n'est pas ce qu'il faut, mais orienter les enfants. Pourquoi on interdit et tout? Lorsque l'enfant voit que je fais mes bêtises, les grossesses ne sortent pas et tout, mais l'enfant ignore qu'il y a les infections qui sont là. L'enfant ignore que l'homme, il n'y a aucune assurance que cet homme qui est là, celui que je dois suivre et tout. Donc on oublie vraiment ce côté et puis on reste dans, faites ceci, venez à l'église et tout. On est à l'église pourtant, l'influence comme vous l'avez dit, des entourages, de l'entourage et tout, ben, ce que les gens font c'est doux et tout. Il faut que moi-même je le fasse et c'est ça maintenant le piège qui nous attend. Donc c'est pourquoi moi je dis, il est très important que ce soit à l'église partout où on est, de toujours attirer l'attention. Il y a des enfants curieux, lorsque vous leur interdisez quelque chose, ils sont prêts même à mourir pour ça. C'est-à-dire aller au-delà des interdictions pour comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi moi j'ai été véridique avec les gens. Ceci,
voilà comment on doit faire, voici comment ça doit se passer. Et je le dis toujours, soyez le parent ou encore la personne exemplaire avant de vouloir éduquer quelqu'un, sinon ça ne va pas marcher. Alors, docteur, c'est vrai, bon, on ne va pas dire qu'il faut rien interdire du tout, il faut quand même interdire des choses à l'adolescent, mais parfois on est dans l'extrême, hein, parfois, pour dissuader l'adolescent, docteur. Oui, en fait, dans notre contexte africain, dans notre contexte local, on est en fait habitué à dire si tu fais comme ceci, tu vas mourir. Nous, il y avait en notre temps, on nous disait même si tu vas au CES, tu vas mourir. Est-ce que ça a marché? Pour des peureux comme nous autres peut-être, mais pour d'autres jeunes de notre génération qui aiment la mort, qui aiment oser, qui aiment le danger, qui aiment risquer, qui aiment prendre des risques. Oui. Les parents se sont rendus tardivement compte qu'il y a longtemps c'était gâté. Et ce que on peut s'accorder pour dire une chose effectivement, c'est qu'il ne s'agit pas d'intérêt, il ne s'agit pas de justice. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et c'est ça le problème que nous avons eu pendant longtemps avec les adolescents. C'est parce qu'on a voulu mettre des barres rigides. Mais l'adolescent, il est dans une période où il est très curieux. Il est dans une période où il veut comprendre le pourquoi du comment des choses. Il veut savoir pourquoi on lui interdit ceci. Si on ne fait pas, si on fait vraiment comme ça là, c'est quoi la conséquence? Un adolescent va se lever et démonter votre belle montre que vous avez au salon, que vous avez peut-être même hérité de votre père. Il va démonter juste pour comprendre pourquoi, comment ça fait que ça tourne. Et après, il ne va même pas pouvoir vous la remonter et ça va rester là. Et quelqu'un qui fait comme ça, vous devez comprendre qu'avec lui, vous ne pouvez pas dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Simplement sans lui expliquer pourquoi, quelle est la conséquence qui est derrière. Et l'autre chose aussi, c'est que les parents ont tendance à éduquer tous les enfants de la même manière, mais tous les enfants ne s'éduquent pas de la même manière. Chaque enfant, surtout quand l'enfant passe la période d'adolescence, il développe il commence à vous montrer sa personnalité. Lui-même, il commence à s'affirmer, lui-même, il commence à se rendre compte de qui il est. Et vous ne pouvez pas étouffer ça juste, c'est-à-dire la formule que vous avez peut-être utilisée pour son aîné, pour son grand frère ou sa grande soeur a marché, ça devrait marcher pour lui. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque enfant a sa particularité, a son caractère, a sa personnalité, et il va falloir tenir compte de cette particularité-là dans l'éducation. Un enfant qui est trop curieux, il va falloir le faire asseoir, discuter avec lui, comme si vous étiez en train de discuter avec un adulte. Ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Le cesse, voilà toutes les conséquences. Il y a des maladies, même moi qui suis ton parent là où je suis là, si tu commences, je ne pourrais même pas te traiter. On n'a même pas les moyens. Il faut vraiment aller dans la profondeur de tes choses, lui expliquer pour que, même si après il veut prendre le risque, qu'il essaye quand même d'avoir un minimum de précaution, qu'il ait un minimum de retenue, qu'il n'aille pas faire les choses parce que les amis ont dit il faut faire. Parce que l'autre chose aussi c'est ça, c'est que dans la période adolescente, les enfants ont tendance à estimer qu'aucun adulte ne les comprend et que ce n'est que les jeunes de leur âge qui peuvent les comprendre. Et souvent, les conseils, les choses que votre enfant entend dehors, vous n'êtes même pas au courant du tiers. Vous n'êtes même pas un peu au courant. Et après, les gens s'étonnent que leurs enfants aient pris certains risques ou bien aient posé des actes. Ils se disent, mais attends, ça vient d'où? On n'a jamais pensé à ça. Sa maman et moi, on n'a jamais parlé de ci. Mais non, il y a d'autres milieux qui éduquent votre enfant sans que vous ne soyez au courant. Et c'est bien aussi d'insérer les enfants dans les programmes ou bien les formations comme celles que la BPF organise. En temps, il y avait, je ne sais pas si ça existe toujours, Amour et Vie. Oui, on travaille toujours avec eux.
il y a les magazines. Est-ce que ça, ils produisent toujours les magazines? En fait, moi, j'ai remarqué que les magazines sont de plus en plus rares. Oui. En notre temps, les magazines, on les distribuait à l'école. Gratuitement. Et oui, gratuitement, on les distribuait à l'école. Ça fait qu'il n'y a rien à faire quand tu n'as pas tu n'es pas tombé sur le magazine du mois dernier. Tu as forcément le magazine du mois actuel. Et ça permettait, même si on ne discutait pas toujours de certaines choses avec les parents, de s'informer. Et je pense qu'il y a ces initiatives de sensibilisation, ces astuces d'information sont importantes, d'éducation sont importantes à l'endroit de l'adolescence. Très bien. Merci, docteur. Alors, dans quelques minutes, nous allons installer Nafissatou pour la deuxième partie de l'émission. Je vais libérer Sybille. Alors, Sybille, un mot de fin pour les amis téléspectateurs. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les invités, aux chers téléspectateurs. Merci pour le sujet également. Je voudrais dire aux adolescents et adolescentes qui nous suivent de savoir que nous ne sommes pas contre eux. Nous sommes leurs amis. Nous avons pris par là. Et on ne peut pas leur interdire de faire des choses, mais en le faisant, il faut toujours savoir qu'il y a des conséquences derrière tout acte que nous posons. Qu'on les paie maintenant ou après, il y a toujours des conséquences. Et il faut se placer du bon côté. Je leur souhaite bonne chance et je souhaite bonne chance également à tous les parents qui ont la responsabilité quand même de les accompagner. Merci beaucoup, Sybille Rueton-Okwa. Vous êtes juriste, entrepreneur. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Je vous raccompagne avec ceci. Amis téléspectateurs, le mot du jour, c'est puberté. Étymologiquement, le mot puberté vient du latin pubertas, qui signifiait pubère. Au sens 1, c'est l'état des garçons et des filles qui sont en âge d'avoir une relation sexuelle. Au sens figuré, la puberté est l'état de la nature qui s'éveille au printemps. Exemple, elle est stimulée par ce vif courant de puberté printanière dont l'atmosphère était imprégnée. Alors, quelques synonymes du mot puberté. Nous avons la nubilité, la pubescence, l'efflorescence, l'âge ingrat. À présent, nous allons définir, pourquoi pas, la puberté dans le domaine de la médecine. En médecine, la puberté est définie comme une étape du développement animal à la transition entre l'enfance et l'adolescence chez l'être humain. Pour les psychologues, la puberté est une période de plusieurs années, durant laquelle une poussée de croissance physique rapide s'observe et même des changements psychologiques se produisent, cumulant avec la nature sexuelle de l'individu. Quelques antonymes de puberté, on peut déjà récupérer, pourquoi pas, l'adolescence et l'enfance. Une citation avec le mot puberté, cette situation nous vient de Amélie Nothomb. Elle a écrit un livre qu'on appelle Le sabotage amoureux. Elle dit exactement ceci: dès la puberté, l'existence n'est qu'un épilogue. Dès la puberté, l'existence n'est qu'un épilogue. Voilà ce qu'on peut retenir essentiellement du mot du jour puberté. Voilà, installé. Nafissat, bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. Alors, la puberté, c'était donc le mot du jour que nous a expliqué tout à l'heure Florent Méoba, enseignant de français. Alors, docteur, vous avez quelque chose à dire sur le mot puberté? Vous avez écouté? La puberté, comme l'a dit l'enseignant, c'est cette période où l'enfant commence à vivre ces changements de caractère physique, sexuel et morphologique. Très bien. Nafissat, on démarre avec le message.
Oui, nous avons quelques messages, même si nos téléspectateurs étaient un peu réticents ce matin. Nous avons quand même certains qui ont envoyé des messages. Nous allons commencer par celui de Hamza. Il n'y a pas grand-chose à part que j'ai eu une période de cours de jupons et aussi le fait de rentrer tard à cause de la salle de jeu et le football. D'accord, un peu comme Amour qui ne rentrait pas du tout, mais qui est rentré 2 jours, 3 jours après. C'est vrai aussi que dans... 2-3 jours après. Oui. Bon, faut pas imaginer ce qu'il a eu comme punition. Donc, rentrer tard, ne pas se soucier, parce qu'en cette période aussi, c'est vrai qu'on met un certain nombre de barrières. Tu dois rentrer au plus à 20h, à 21h, pour qu'on sache au moins que tu es à la maison. On ne sait pas, au-delà de cette heure-là, qui tu fréquentes, Edwige Kakou. Merci. Rentrer tard, les parents, nous devons avoir la patience, je le dis toujours. Quand je parle, je reviens toujours à la patience. Parce qu'avec la patience, on peut gagner beaucoup de choses. Moi, quand j'avais l'âge de puberté, il s'est fait que l'une de mes amies était venue à la maison. Elle m'avait invité. Elle était venue, elle m'a dit viens me raccompagner. Je l'avais suivie. Quand je l'avais suivie, on était partis. Moi, je ne savais pas que celui chez qui nous étions partis là, la draguait. Ah, voilà, on est parti là-bas. Moi, je ne connaissais pas boire du vin parce que je n'ai pas l'habitude. Ils nous ont fait sortir du vin. J'ai bu. Ma copine aussi a bu, j'ai sécurité ça très bien. Donc voilà, moi, je suis couché au salon, on l'a pris, elle était dans la chambre. On était resté là jusqu'à 1h du matin. Je n'avais jamais pris du vin. Donc voilà, rentré à la maison, mon papa me cherchait, mes soeurs. Dès qu'elle est passée par où elle est où? On me cherchait et je suis revenue à la maison. Quand on était venu, mon papa m'a dit, tu es parti où? J'ai dit que c'est une amie qui était venue, je l'ai raccompagnée, tu es venu à quelle? Tu es venu à 7h à la maison, 1h du matin. Tu parles de moi, tu as bu du vin. Moi je prends 8e, toi tu prends du vin. Tu as eu l'audace de prendre du vin. On m'a bien tapé. Par exemple, ça là maintenant, ce n'était pas de votre faute. De ma faute. Mais, étant donné que vous ne preniez pas du vin, vous auriez pu dire non. Je ne savais pas ce que ça allait faire. Oui, je ne savais pas. Donc moi j'ai bu, j'ai aimé ça et puis j'ai bu. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc, à nous les parents, là, que Dieu nous aide. Parce que quand Dieu nous va, si Dieu ne nous aide pas là, on va passer à côté de ce qu'on devait faire pour l'épanouissement de nos enfants. Alors que les enfants aussi, à cet âge-là, parce que tu n'avais pas les choses, mais tu as vu les choses sont sorties. Et on te dit, ah, tu es jolie, hein, ah, tu es belle. Hein, et ça là, c'est quoi ça? Il faut que nous aussi, en tant que parents, nous puissions dire ça aussi à nos filles. Pour que quand les hommes leur disent ça, là, que ça nous parle. C'est ça, donc toi, tu es très beau, hein? Tu es très belle, non? Maman me dit ça aussi. C'est un don que Dieu m'a donné. Apprécier ses enfants. Pour que, par exemple, nous, en tant que femmes mariées, des fois, quand tu sors, ton mari ne t'apprécie pas à la maison, mais on t'apprécie au dehors. Ça a tendance, la femme est née comme ça. Elle aime bien les belles choses. Donc, il faut avoir l'habitude. Donc, quand les enfants reviennent à la maison, il faut toujours demander aussi aux enfants qu'est-ce qui s'est passé. Pour avoir la patience d'écouter nos enfants. Pour en faire si c'est vrai que ce qu'elle dit ou bien ce qu'il a dit n'est pas nécessaire, le corriger, mais le comprendre. Mais si ça devient répétitif, là, il faut encore changer de méthode. C'est l'enfant. C'est ce que je peux comprendre. Merci. Nous allons poursuivre avec le message de Adek. Cette étape de ma vie, je l'ai vécue très difficilement, car j'avais non seulement des envies pressantes, de libido, et aussi j'étais trop agitée dans mes actes. Ce qui m'a conduit à l'échec au premier trimestre lorsque j'étais en classe de 4e. J'ai obtenu 7 de moyenne avec mention avant-dernier de la classe. Mais après cet échec, j'ai pris conscience et je me suis mis au travail. Amour? Ça me dépasse aussi. Mon censeur avait l'habitude de m'appeler l'élève génie parce que j'étais le meilleur pagailleur, mais également le meilleur de l'école. Ça, je le reconnais. Je fais rarement les devoirs. Vous voyez, quand je me rappelle ces souvenirs, ça me fait mal. Mais j'ai fait souffrir les professeurs aussi. Vous voyez, je vais facilement au tableau effacer une interrogation parce que je dis au professeur que pendant qu'il faisait le cours, il m'a renvoyé. Donc j'efface le devoir
pendant les devoirs, les compositions, il y avait des amis supporters, on déchirait aussi les copies des autres pour leur permettre de nous soutenir dans la lutte. Mais ça a été compliqué et tout. Mais ce que je dis dans tout ça, c'est que le rôle des parents est très important. Mais moi, vous voyez, j'ai eu cet instinct de comprendre très tôt ce qui n'est pas bien, ce qui n'est bon. Après tout, j'ai demandé beaucoup d'excuses. Hein. J'ai recherché des professeurs que j'ai laissés il y a 10 ans et que je suis allé voir pour dire vraiment, je me rends compte du travail que vous étiez en train de faire et tout. Mais parfois aujourd'hui, mes parents s'étonnent. Quand je vais à la maison, mes parents se disent, mais finalement, toutes ces valeurs que tu défends, où est-ce que tu les as apprises et tout? Parce que aucun parent ne m'a fait asseoir pour dire ne prends pas d'alcool et tout. Ça fait plus de bientôt 5 ans que je ne trouve aucun plaisir à prendre d'alcool. Les amis se disent mais toi tu es qui et tout ça. Il y a longtemps que j'ai refusé moi-même. Je me suis donné des principes, ne pas sortir à telle heure et tout, à moins que ce soit les coups du soir. Donc à partir d'un certain moment, lorsque vous amenez l'enfant à comprendre, vous attirez son attention sur ce qui est mauvais et tout, il va comprendre. Et moi dans mon domaine, on m'a toujours appris que la puberté, elle est très importante. Et lorsque vous êtes parent ou enseignant, c'est la période où vous pouvez aider l'enfant à découvrir sa mission de vie. Et lorsque moi j'ai compris finalement, j'ai toujours aidé mes parents dans ce sens. Lorsque vous voyez votre enfant a du plaisir à gâter par exemple les appareils électroniques à la maison, c'est à partir du moment où il gâte, vous commencez à le frapper. Lui, sa curiosité l'amène à se dire mais est-ce que c'est pas réparable? Comment vous pouvez réparer? Mon frère qui me suit, c'est comme ça, j'ai demandé à mon père de l'orienter dans l'électronique. Aujourd'hui, il a commencé une école, il n'a même pas encore fait 6 mois et son directeur l'apprécie tellement. Il va sur des marchés que lui-même, on ne lui a rien appris de tout ça. Mais à la maison, vous voyez, il gâtait. Vous achetez un nouveau téléphone à cause de lion caché. Sinon, il est capable de prendre ce téléphone, de sortir, d'aller dans la boutique, de tout enlever. Pour lui, il le fait pas pour gâter, mais finalement, il voit que ce que j'ai fait, j'ai plus les moyens de le faire. Il commence à réfléchir maintenant à qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et il est nul à l'école. Quand il dit qu'il est nul à l'école, en dehors de la technologie et tout, les mathématiques et tout, bon, il a repris plusieurs fois les classes. Il a dit, papa, attention, il faut aller sur cette base. Et aujourd'hui, sans vous mentir, il excelle dans le domaine. Donc, pendant la puberté, voyez les risques que prennent vos enfants et comprenez comment il faut les encourager et tout. J'ai suivi l'histoire de Messi, de Samuel Eto'o, qui, c'est pendant cette crise, fuit la maison pour aller jouer au football et tout, que ces enfants ont découvert leur passion et ce qui pouvait les amener. Donc, ne pas toujours interdire, mais comprendre pourquoi en fait l'enfant il fait ça et comment est-ce qu'on peut l'orienter, l'adapter et tout. Si votre enfant a du plaisir à vous fuir à la maison pour aller jouer au football, pensez à comment vous pouvez l'inscrire peut-être aussi à une école où il est régulier là-bas et malgré les cours qu'il fait pour développer son talent de football. Et, qui sait, ça peut aller. Merci, oui. Nous allons poursuivre avec le message de Asto. Ma crise d'adolescence n'a pas été chose facile. Pas du tout. Il y a des choses que j'avais envie de faire, mais qui n'étaient pas dans les normes. N'eût été la présence de mes parents, je serais déjà autre chose actuellement. J'ai été épaulée par ma mère à plusieurs reprises. Elle a été un grand soutien pour moi, que ce soit physiquement et moralement. La crise d'adolescence est une étape de la vie où l'on doit avoir ses parents à côté pour nous remettre sur le droit chemin. Sans eux, c'est très difficile d'y arriver. Ah oui, les mamans. C'est vrai, dans l'élément même, beaucoup ont peur des mamans en cette période-là parce que c'est elle qui a le bâton finalement et qui recadre tout le monde. Docteur Nancy. Oui, comme on le dit, on l'a beaucoup dit jusque-là, ce n'est pas la chicotte le problème. Ce n'est pas la chicotte le problème, c'est beaucoup plus le dialogue, c'est beaucoup plus l'écoute. Et même si il y a aussi une erreur que les parents font, c'est-à-dire même si malgré toute la bonne éducation que vous estimez que vous donnez à votre enfant, l'enfant pose certains actes que vous trouvez quand même, comment dire, il y a des actes que les parents appellent actes vilains ou bien actes honteux. Il faut prendre le courage de reprendre cet enfant et de lui montrer votre amour. Parce que le piège, c'est de vous dire, cet acte que l'enfant l'a posé, c'est trop honteux, ça ne me ressemble pas, il ne me ressemble pas, mais viens, il y a des parents qui disent ça. Vraiment, toi, tu es sûr que tu es mon enfant. Tu es sûr que tu viens de moi. Avec tout ce qu'on dit dans la maison, là, regarde tes frères, regarde tes soeurs. Eux, ils sont bien, mais regarde ce que toi, tu fais. Et finalement, on commence à négliger cet enfant
à le repousser. Et plus vous allez poser cette attitude, plus l'enfant va encore plus se rebeller et estimer même, il y a même des enfants qui pendant la crise d'adolescence finissent même par s'imaginer qu'ils ne sont pas de la famille là, ou peut-être qu'ils ont été adoptés. Et quand l'enfant est dans ce manque de cet amour, quand l'enfant ressent ce manque d'amour, ce manque de reprise des parents après qu'il ait fauté, il ne peut plus vous faire confiance au point de venir vous raconter, c'est-à-dire ça va aller de pire en pire. Du coup, il faut toujours savoir ramener la balle à terre malgré ce que l'enfant a fait, pouvoir regarder au-delà de ce que l'enfant a fait et toujours lui montrer qu'on l'aime et qu'on est que ce n'est qu'au sein de cette cellule-là qu'il peut mieux s'épanouir. Merci, docteur. Un autre message? Le dernier message est anonyme. Oui. J'ai grandi dans un système clérical où les crises d'adolescence sont très encadrées et même réprimées. Nous n'avons pas été éduqués à en avoir. C'est ça. Mais pour ce que j'en sais, elles se manifestent par des rébellions, des volontés d'affirmation de soi et la curiosité de découvrir et de comprendre. Nous n'avons pas été éduqués à en avoir. C'est une belle phrase. Hein? C'est comme si dans certains milieux, c'est ça. C'est étouffé. Oui. Si on suit bien, ça c'est le type d'adolescence où les crises ont été étouffées. Mais c'est un piège, comme le disait mon cher ami tout à l'heure, c'est un piège. Parce que quand vous étouffez les pulsions, vous étouffez l'enfant, vous l'étouffez, il peut faire une crise très tardive. C'est-à-dire c'est des gens qui c'est peut-être au-delà de 20 ans, 22 ans, que vous voyez l'enfant qui se comporte comme un gamin de 15 ans. Incapables d'être raisonnés. Ce sont des jeunes incapables d'être raisonnés. En temps normal, ils ont fini avec la période d'adolescence, mais c'est pendant ce moment-là, au moment où les autres commencent à se calmer, c'est en ce moment-là que votre enfant vous fait des crises incapables, que vous ne pouvez pas pouvoir maîtriser. Et il y a une chose, c'est-à-dire, on met beaucoup l'accent sur les parents, sur l'accompagnement que les parents doivent avoir. Mais lorsqu'un parent estime estime qu'il est dépassé ou qu'il n'arrive pas à faire face à ce genre de situation, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Ça peut être, ça peut être un psychologue, un sociologue, un responsable d'église. Je sais que chez nous, les gens utilisent beaucoup les responsables d'église, les prêtres. Mais il faut mieux aller vers un professionnel. Et c'est beaucoup plus vers les psychologues. Moi, je recommande que les gens aillent. Très bien. Je vais poser une question à ma chère amie. Je avais dit qu'on peut laisser l'enfant faire ses expériences. Par exemple, une fille qui cherche à porter de petits trucs. Ici, la nue, dos nu, les petits trucs, comment on peut faire? Comment on peut le laisser à continuer comme ça? On va faire comment? Je pense que là, c'est trop important le coach. Oui, merci beaucoup. D'abord, vous allez voir si vous êtes une mère et que vous n'avez pas fait ces expériences et la fille ne vous voit pas vous habiller comme ça, il y a un tic lorsque la fille décide de le faire et vous allez voir que c'est les relations. Ça, par contre, ce n'est pas une expérience, par exemple, que beaucoup de personnes acceptent. Pour certains, la fille qui le fait va dire, bon, c'est une façon de m'afficher et tout. Mais c'est le rôle, c'est-à-dire c'est à la mère d'amener la fille à comprendre l'importance de prendre soin de son corps. Qu'est-ce que cela pourrait amener et tout. Parce que nous sommes dans une société qui te colle une étiquette selon comment tu t'habilles et tout. Tu sors comme ça en même temps, c'est ta mère qui est fléchée, on va dire, mais qui t'a éduqué et tout. Donc, fais asseoir la fille, comme vous l'avez même dit tout à l'heure, devenir confident dans la fille, lui expliquer beaucoup de choses. Pourquoi tu ne dois pas t'habiller comme ça et tout. Facilement, vous voyez, ça va être façonné et tout. Donc, je pense que à ce niveau, c'est très délicat en fait pour les parents et tout, mais c'est toujours une question de valeur, c'est une question d'éducation dans une société en pleine dynamique où chacun veut s'adapter à la mode. Vous voyez, vous ne vous demandez pas pourquoi, par exemple, elle ne fume pas. Pendant qu'elle a décidé de s'habiller comme ça, il y a d'autres qui, c'est dans fumer la cigarette, prendre de l'alcool et tout ça. Donc,
c'est une influence, c'est une pression sociétale. Et pendant qu'on habitue notre pensée, nos habitudes à ça, on ne s'en rend pas compte. Et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça devient une habitude. C'est là ça devient compliqué. Changer une habitude n'est pas facile. Donc, à partir du moment où vous remarquez cela très tôt, parfois, vous voyez, je suis d'accord, il faut frapper. Hein. Oui, sérieux, il faut montrer que... Il faut déchirer les habits, prendre ciseaux, déchirer les habits. Ouais, ça, c'est déchirer les habits. Mais il y a des enfants, ils vont s'habiller comme il le faut en quittant. Mais ces habits, ils les gardent dans le sac et ils se changent. Ou bien encore chez des copines. Chez des copines. Je vous donne par exemple mon exemple. Pendant que j'étais en seconde, j'avais ce plaisir, c'est-à-dire je voulais déjà porter pantalon. Quand je sors de la maison, j'avais mon pantalon kaki dans mon sac. Lorsque je sors de la maison en même temps, je porte mon pantalon pour montrer aux gens que moi-même là, je ne suis plus un quatrième enfant. Alors que voilà. Quand je viens au portail de l'école, j'enlève, je plie, je mets ça. Je vais au cours quand je sors. Donc dans la rue, tout le monde me voyait comme quelqu'un qui est au cours secondaire et tout. Donc c'est pourquoi tout à l'heure Sylvie le disait, il faut aller dans les détails. Il faut aller beaucoup plus dans les détails et c'est très important et tout. Mais sachez également comment orienter parce que vous voyez, peu importe ce qu'on puisse dire, les générations diffèrent et la façon dont les parents voyaient les agbada, les bobas qu'on faisait. Vous donnez à un garçon aujourd'hui, moi on me faisait les banquets, tout ça là pour les fêtes. Mais aujourd'hui, si mon père me donne encore ça, je vais dire papa, non. Donc vraiment, c'est une question d'éducation, de contrôle. Et je pense que, comme vous l'avez dit, il y a du spirituel dedans. C'est très important, c'est important. Si tu lui dis, non, c'est quoi? Pourquoi peux-tu me comparer à l'autre? Je ne suis pas l'autre, je suis unique à moi, mais pourquoi veux-tu que je fais comme l'autre? Laisse-moi, c'est moi ça. Je m'en fous, hein. En fait, il y a aussi le travail de la confiance en soi qu'il faut apprendre aux enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas dans, comment on dit, leur montrer des... peut-être parfois même, il faut même montrer des images de personnalité. Tu as envie d'être comme telle personne, des femmes influentes, peut-être auxquelles elles voudraient bien s'identifier. Et vous leur montrez, mais tu veux être, par exemple, comment on dit? Oui, mais... Bon. Est-ce que tu veux être Kim Kardashian ou est-ce que tu veux être Michelle Obama? Michelle Obama, oui. En fonction de ce que tu veux être, voilà ce que tu peux pas dire. Peut-être que l'enfant, au fond, elle trouve que vraiment il faudrait qu'elle soit comme Michelle Obama, mais parce qu'elle est jeune, maintenant il faut qu'elle fasse comme Kim Kardashian. Et vous lui montrer que non, ce n'est pas comme ça, ça va marcher. Ce n'est pas dans la... Et ce n'est pas ce que tu portes qui va, et ce n'est pas, surtout pour les filles, ce n'est pas la façon de vous habiller qui vous rend belle ou pas. Et ça, il faut que nous expliquions ça beaucoup à nos filles. Ce n'est pas dans le degré de dépigmentation que vous allez être jolie. Ce n'est pas dans plus vous allez exposer vos seins que vous serez jolie, non. Vous envoyez une autre image que celle que vous avez peut-être envie que les gens aient de vous. Voilà l'image que vous renvoyez quand vous faites si. Mais quand vous faites comme ça, voilà aussi l'image que vous envoyez. À vous de voir, entre les deux images là, laquelle vous aimeriez que les gens vous collent demain. Merci, docteur. La pensée de ce matin nous dit quoi? L'adolescence est le temps où il faut choisir entre vivre et mourir. L'adolescence est le temps où il faut choisir entre vivre et mourir. La pensée nous vient de Hafid Agoun. Amour? Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, pour paraphraser, que l'adolescence est la période où vous pouvez donner toute la forme qu'il faut à l'enfant. Et ça rejoint, c'est-à-dire, lorsque la forme est mauvaise, je pense que c'est une mort vivante. Je profite de cette pensée pour dire que peu importe les rigueurs que vous mettez, les principes et tout, les crises sont très importantes. Vous voyez, lorsque vous étudiez l'histoire de Jésus, à 12 ans, il ne pouvait plus être sous le contrôle de ses parents. Lorsque les parents se sont mis à le chercher, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne voudrait pas-il que je m'occupe des affaires de mon père? En ce moment, Joseph ou Marie pouvaient se dire, mais tu es qui? Rentre à la maison, le taper. On pouvait l'arracher, le fermer. C'est la mission en fait. C'est pourquoi je dis, chez nous par exemple, en développement personnel, on nous dit la puberté est la période propice pour aider l'enfant à découvrir sa mission de vie. C'est très important. Lorsque vous étudiez l'histoire de Bouddha, qui avait tout, ce qu'il faut, il était dans un royaume où le roi lui interdisait à ce qu'il sorte pour ne pas voir les difficultés de la vie. Arrivé à un moment donné, lorsque les crises ont commencé, il est sorti, il a fui la maison.
Il a abandonné la femme qu'il fallait et puis c'est comme ça il est sorti. Vous étudiez l'histoire de Shiva et tous les Socrates, c'est pour dire que tout le monde a sa période. c'est la période où vous décidez vous-même de vivre ou de mourir. Et c'est très important, il ne faut pas oublier cela. Ce que moi je vais compléter, je reviens toujours sur cela et je le redis encore, que c'est aux parents d'aider les enfants, surtout les mamans. Et que s'il arrive que la maman peut-être s'est séparée de son mari et ne vit plus ensemble, que la maman montre à sa fille le bon exemple. Parce que toi, la maman, c'est ce que tu fais que ton enfant va faire. Si tu le dis à l'enfant, ne sors pas avec les garçons, mais l'enfant voit que toi, la maman, tu changes. C'est vrai que tu n'es plus avec son papa, mais à cet âge-là, il te voit faire. Attends-toi à ça demain. Et ce serait difficile que... Parce que ce que nous voyons là, ça pèse sur nous plus que ce que nous entendons. Parce que le vu là travaille plus que ce que l'écoute. Donc, il ne faut pas que les mamans aident leurs enfants à basculer dans l'adolescence qui va les faire mourir. Mais s'ils veulent faire vivre leurs enfants là, il faut qu'elles se donnent, qu'elles viennent au secours de leurs enfants, qu'elles aident les enfants, qu'elles aident aussi leur mari. Parce qu'il y a des fois que la maman cache l'enfant, le bêtise que l'enfant fait dans... Oui, c'est ça. La maman cache ça. Au lieu de partager avec son mari. Tu peux partager, mais dis-lui, fais attention, sois sage en voulant réprimander l'enfant. Il ne faut pas le réprimander tel que je te l'ai dit. Je te l'ai dit pour que nous les deux ensemble, là, nous pouvions le faire. Donc, faire qu'elle ne sache pas ou bien il ne sache pas que je t'ai dit quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait une complicité entre père et mère pour que ça aide aussi nos enfants. Merci. Docteur, tu vas penser? Oui, comme l'a dit Madame Edwige, il faut toujours le dialogue parents-enfants. Il faut beaucoup discuter, beaucoup être à l'écoute. Et il y a aussi cette forme de, comment on dit, de personnes de confiance, de personnes modèles que les enfants... Parfois, vous n'êtes peut-être pas le modèle que l'enfant ne vous... Vous êtes le parent de l'enfant, d'accord, mais l'enfant ne vous positionne pas comme un modèle. C'est peut-être un de ses oncles qui prend pour modèle. Et ce serait bien, peut-être parce que cet oncle-là, il est beaucoup plus jeune que vous. Il est beaucoup plus jeune que vous et il trouve que cet oncle est un peu plus proche de lui. Il s'identifie à lui, que cette personne à laquelle il s'identifie puisse venir lui dire, mais voilà, tes parents se plaignent que tu fais comme ceci. Moi, je ne suis pas arrivée en faisant comme tu le fais là. Si tu le fais comme ça ne va pas donner. Ainsi de suite. Et c'est important quand même d'avoir ce climat de confiance, ce climat de... on n'est pas en conflit. On n'est pas en conflit. Il ne faut pas y aller comme si vous étiez en conflit, comme si vraiment, non, l'enfant, vraiment, on ne peut pas te comprendre, tu exagères. Non, vous n'êtes pas en conflit. On n'est pas en conflit, on est là. C'est comme un terrain de jeu. Nous sommes tous là pour trouver des solutions pour pouvoir gagner le jeu ensemble. Nous faisons équipe. Merci. Alors, la pensée? L'auteur nous dit tout simplement que c'est pendant l'adolescence qu'on peut faire tout ce qui ne nous prend pas la tête et après cette période-là, maintenant, on peut être responsable, conscient de ce qu'on fait. Il faut retenir que Hafid Agoun est un écrivain français né le 17 mars 1973, donc il est âgé de 48 ans. Ayant vécu à Saint-Étienne jusqu'à l'âge de 20 ans, il s'engage ensuite dans les études de lettres modernes et d'histoire de l'art à Lyon, période durant laquelle il écrit et remanie ce qui sera son premier roman. Il entame une formation au métier du livre à la Cité du Livre tout en travaillant son premier manuscrit. Après son premier passage à Paris, un long séjour à Venise et un retour en province, il vit depuis 2002 à Paris. Très bien, voilà donc pour ce qui concerne la pensée de ce matin. Alors, une petite note d'humour pour cette matinée. Papa, c'est quoi un homme? Mon garçon, un homme, c'est celui qui s'occupe de sa famille, de sa maison, qui veille à la sécurité et qui fait en sorte que personne ne manque de rien. Ah, ben moi, quand je serai grand, je serai un homme comme maman. Oui, c'est comme si finalement les mamans à un moment donné deviennent les hommes. Et c'est peut-être l'image qu'on renvoie parce que c'est souvent les femmes qui sont
dur à la maison, même si, bon, les papas, comme beaucoup l'ont dit, peut-être dans nos éléments, c'est qu'ils sortent, ils reviennent, ils sortent, ils reviennent. Les mamans sont toujours là. Oui. Humour, ado. Individu peu énergique appelé aussi fossile, car peut rester des heures sans bouger à la même place, à éviter de contrarier sous peine de combustion et colère immédiate, avec risque de réchauffement climatique ambiant dans la maison. Pour certains enfants, c'est quand même vrai. Hein? Un seul mot et tout déraille. Le troisième, maman, je peux me maquiller? Non. Alors mettre une jupe? Non. Et des talons? Non. Mais maman, j'ai 17 ans. Je sais, Thomas. C'est un homme en réalité. Oui, c'est finalement Thomas qui veut faire tout ça. Alors que ça doit être inquiétant. Hein, si un homme, un garçon vous pose ces questions en tant que femme. En tant que mère. Je pense que ça, c'est encore une éternelle aventure d'échange, hein, où on parle également de l'affirmation de soi en termes de sexualité. Aujourd'hui, nous avons les hommes transgenres, les femmes transgenres qui montrent à leurs parents que je suis garçon, mais je ne m'identifie pas à porter un pantalon, je me retrouve dans un jupe et tout. J'ai rencontré plein le mois dernier où c'est des hommes transgenres. Pour partager les expériences, c'est pourquoi vous êtes un homme, mais vous identifiez à une femme et tout. Elles expliquaient les trucs. Je me disais, vous voyez, l'affirmation de soi aussi, c'est sur tous les aspects en fait. Alors, nous allons tout à l'heure, une histoire pour nous ce matin. Une histoire pour permettre aux adolescents d'avoir confiance en eux. C'est pas parce que la morphologie de l'autre est plus ou moins développée que sa morphologie qu'il faut être complexé et tout. Donc, une petite histoire. Bon, c'est l'histoire d'un porteur d'eau. Un porteur d'eau indien avait 2 grandes jarres, suspendues aux 2 extrémités d'une pièce de bois qui épousait plutôt la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat, et alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître, l'autre jarre perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Cela dura 2 ans, pendant lesquels chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de ce dont elle était censée être capable. Au bout de 2 ans, de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ? Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître pendant ces 2 ans, à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la récompense complète de tes efforts, lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau fut touché par cette confession et plein de compassion répondit: Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, tout au long de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil sur les bords du chemin et cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre: T'es-tu rendu compte qu'il y avait de belles fleurs de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant 2 ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître.
Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. Belle leçon, donc, peu importe la manière dont on est, on a toujours quelque chose à apporter en réalité de bien. Alors, nous allons conclure ce plateau. Edwige Kako, un mot de fin, très rapidement, pour les parents et pour les ados, pourquoi pas? Un mot de fin pour les parents et pour les ados. Je dis aux parents que Dieu va les aider dans ce qu'ils font. Ils vont y arriver par la grâce de Dieu. Parce que tout ce que l'homme va faire sur cette terre, si Dieu n'est pas dedans, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est lui qui a créé l'être humain, l'enfant comme le parent, c'est lui qui les a créés. Et je dis aux adolescents d'être patients, de comprendre leurs parents. Ce n'est pas pour leur malheur que les parents les éduquent, les parents leur interdisent certaines choses. C'est toujours pour leur bien. Parce qu'aucune personne ne peut vouloir avoir quelque chose et la perdre. C'est comment faire pour conserver la chose, pour que ça fait la gloire du père ou bien la gloire de la mère. Merci Edwige Kako. Nafisat. Il faut que les parents apprennent à accompagner les enfants et qu'ils ne soient pas agressifs ou brutaux avec eux. Très bien. Amour? Merci beaucoup aux adolescents et aux adolescentes de beaucoup prendre patience, de prendre conscience également des enjeux de leur temps et savoir que les parents sont les meilleures personnes pour les orienter. Et aux parents d'avoir beaucoup de patience dans ce sens également pour savoir que garder, orienter les enfants n'a pas été facile. Et j'ai un coup de cœur pour ces enfants qui n'ont pas de parents, qui dorment dans les rues, les orphelins et tout. Que Dieu soit leur parent. Merci. Amen. Merci, Amour. Docteur. Oui, aux adolescents, aux jeunes, moi je dirais, vous êtes dans une période de défi, vous êtes dans une période à risque. Il faut savoir faire les choix, ne pas suivre juste les amitiés, la vague, les tendances de jeunesse et faire à sa tête, non. Et aux parents, il faut surtout, comme nous l'avons dit, écouter, discuter, dialoguer, échanger avec les enfants, garder son calme même quand l'enfant fait mal. Et s'il le faut, aller vers des psychologues. Merci beaucoup, docteur Nancy Sogoussi, Edwige Kako, merci beaucoup. Amour Dieudonné Vaudon, ici, vous êtes coach. Et Sibylle Hueton Ogwa, qui était ici, juriste. Nafisat, merci infiniment. Je fais bien tout simplement vos conclusions et je vous souhaite une excellente journée. Merci.